Hello les légendes, bienvenue pour notre 82e épisode. On se retrouve chaque semaine pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. On reçoit une légende aujourd'hui, et cette interview vient après notre 3e épisode J'irai jouer avec, où l'on est allé taper avec Arnaud Clément sur un cours du CNE. Si vous ne l'avez pas encore vu sur la chaîne YouTube Tennis Légende Podcast, foncez. Et l'entretien que je vous propose aujourd'hui est la suite logique des images tournées avec l'ex-top 10 mondial. C'est une belle pierre de poser pour la chaîne d'avoir quelqu'un comme Arnaud au micro. Pour moi, c'est tellement de souvenirs, les cassettes de Roland, à remater en boucle ses matchs contre Correggia et Agassi. Sa demi contre Seb, à l'autre bout du monde, j'avais 10 ans, j'étais comme un dingue. Sa finale gagnée contre Rafa à Marseille avec l'épisode de l'abeille qui avait piqué Nadal, il me semble. Sa tournée américaine de ouf quand il avait gagné Washington et qu'on l'attendait plus. Je l'ai entendu 1000 fois revenir en exemple quand je rêvais de devenir pro en me disant t'inquiète, il était 2-6 à 37 ans, ça peut encore passer. Arnaud Clément, c'est la classe incarnée et je suis très heureux de vous proposer cet entretien aujourd'hui. Avant de démarrer l'intro, je voulais vous faire une rapide confidence. Quand j'ai commencé à enregistrer les interviews lors du premier confinement, on faisait tous des apéros en ligne avec nos potes. Je me souviens leur dire, aux miens, à mes potes, aujourd'hui j'ai enregistré avec un tel ou encore un tel, des noms qui commençaient à me faire rêver. Mes potes jouent tous au tennis et trouvaient ça cool sans trop comprendre pourquoi je faisais ça. Je me souviens leur avoir dit, j'ai compté si j'arrive à avoir 80 personnes, je pense que j'aurais fait le tour du tennis français. On en est donc au 82e épisode, ça a été beaucoup de boulot, mais c'est passé en un clin d'œil. En fait, je me rends compte que ça peut être dupliqué à l'infini, il faudra que je parle anglais de temps en temps évidemment, mais si on se débrouille bien, on peut l'emmener très loin ce projet. Je rêve de parler au prince Albert de Monaco par exemple, de taper avec lui aussi à l'occasion, avec Roger bien sûr, quand il aura 92 ans et sera un poil moins sollicité, ou encore l'acteur Pierre Richard, immense fan, qui a sa loge à Roland, et doit avoir des anecdotes incroyables. Bref, pour faire durer ce projet, j'ai besoin de vous. Ça part d'un like sur YouTube, 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, et des commentaires dès que vous pouvez sur toutes ces plateformes. Un tip aussi sur Tipeee, qui est une plateforme de soutien participatif, et du bouche à oreille, encore et toujours autour de vous, c'est primordial pour nous aider à faire grandir la chaîne. Maintenant que je vous ai partagé ce moment de nostalgie, place au sommaire avec la clé. On parle de son explosion après ses 17 ans pour accéder au circuit, une fois le bac en poche. On revient sur son quart à l'US, puis son premier titre sur le Grand Prix de Lyon, son Open d'Australie 2001, bien sûr, incluant son striptease en quart contre Kafelnikov. Arnaud nous détaille ses prépas hivernales, on aborde la gestion de la notoriété et du boulard qu'il a parfois pu avoir. On parle Coupe Davis bien sûr, de ce que le coaching de Guy Forget lui a apporté en tant que joueur et coach un peu plus tard. On revient aussi sur son titre en Grand Chelem avec son pote Liodra en double, son marathon de 6h33 contre Fabrice Santoro à Roland, sa redescente au classement, ses gains financiers sur le circuit, son délire main gauche, sa paternité. Vous l'avez compris, on passe un max de sujets au crible et je dois dire que c'est du petit lait à écouter. Avant de lancer l'épisode, récupère en bonus gratuit le conseil coaching numéro 1 de nos précédents invités. Ce sont des joueurs, coachs, prépa mentaux, physiques et même statistiques qui te livrent des pépites à mettre en pratique directement dans ton jeu. Reçois-le chaque semaine par mail en t'inscrivant à notre newsletter qui est le premier lien en description, juste en dessous de l'épisode. Pour rappel, on a sorti notre 14e masterclass sur la visualisation ou imagerie mentale avec Eric Medaetz, kiné belge de profession et spécialiste en sophrologie du sport depuis 25 ans. Eric a travaillé avec Steve Darcis et les frères Rocus entre autres. À travers ce nouveau cours d'1 heure, il nous permet de mettre en pratique des techniques de visualisation mentale utilisées par tous les joueurs de haut niveau. Chaque invité que j'ai eu me le confirmait au micro. Rares sont ceux qui pratiquent la méditation, en revanche, tous ont des techniques de visualisation pour répéter leurs coups, rester au contact de leurs sensations et ancrer leur schéma tactique gagnant. Eric nous livre 7 exercices concrets pour pratiquer la visualisation de manière autonome. Ce sont des pratiques ludiques de concentration pour rester dans sa bulle ou s'y mettre facilement au changement de côté. Tu vas pouvoir ancrer mentalement les sensations d'un coup proprement réalisé. Le but est de créer et d'installer en toi les mêmes connexions mentales que tu ressens quand tu sens vraiment la balle et enchaîne les victoires. On te met à dispo des visualisations en mouvement à effectuer avant de jouer pour préchauffer ton cerveau, à agir et à performer dès ton entrée sur le court. Tu vas pouvoir découvrir la puissance de l'imagerie mentale qui est aussi utilisée en retour de blessure. L'ex-40e joueur mondial belge Steve Darcis nous en parlait dans l'épisode 74. Ça lui a permis de garder du tonus musculaire en sollicitant les connexions mentales de son cerveau. Bref, encore une fois, c'est du lourd. Si tu n'as pas encore suivi une de nos masterclass et que tu veux en savoir plus sur le format, c'est un cours en ligne
avec un expert qui nous transmet tout ce qu'il sait sur un sujet donné. Je propose à certains invités du podcast d'intervenir en leur posant la question suivante: où es-tu le plus fort? Quel sujet maîtrises-tu le mieux? Nous élaborons ensemble un plan, et comme j'ai passé des milliers d'heures à m'entraîner sur un cours de tennis ou à jouer en match, je creuse certains sujets, questionne ou relance l'expert au micro pour être sûr d'avoir bien compris et vous permettre de mettre ces cours en application dès votre prochain entraînement. J'évite au maximum le blabla, ce ne sont pas des épisodes de podcast, c'est un condensé d'expertise sur un sujet donné. Pour avoir un aperçu de ce nouveau cours sur l'imagerie mentale, t'as la bande-annonce dans le deuxième lien en description de l'épisode. Allez, c'est parti pour notre 82e épisode avec le monstre physique Arnaud Clément. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Arnaud, t'es né le 17 décembre 77 à Aix-en-Provence, région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tu mesures 1m73. Tu as commencé le tennis à 7 ans avec ton frère Bruno. Classé 0 à 17 ans, tu ne te voyais même pas dans le top 100, mais ça t'a pas empêché d'exploser par la suite. Mais priorité aux priorités, tu as d'abord passé ton bac S. 3 ans plus tard, tu étais au 3e tour de WIM et battais ton premier top 10 à Sergi Bruguera, numéro 6 à Vienne. 4 ans plus tard, tu es top 100. 5 ans 2 ans après. Alors 4 ans après les 17 ans. Je crois que c'est. Ouais, non, après, parce que non, c'est après mon bac. Non, 3e tour, c'est en 97. J'ai mon bac en juin 95 et Wimbledon 97, donc c'est 2 ans après. 2 ans après. Donc c'est 3 ans après que tu es top 100. Ouais. Voilà. 3 ans et demi, ouais. Pardon, je t'ai coupé. Ouais. C'est un podcast, c'est pas bon ça. Pardon, je dis plus rien. Non, tu fais bien de le dire. 4 ans après, tu tapes Cédric Pioline après avoir été mené 2-7-0 et sauvé une balle de match au premier tour de Roland. Et tu passes à 2 points du match contre André Agassi au tour suivant. Alors du coup, ça décale tout. C'est 6 ans après, tu as retrouvé Dédé en finale de Grand Chelem en Australie. Tu as été joueur de tennis pro de 96 à 2012, 10e joueur mondial à ton meilleur en 2001. Tu as joué 643 matchs sur le circuit, gagné 4 titres. Lyon en 2000 en battant Rafter en finale. Ton père s'est d'ailleurs rasé la moustache après ça. Tu vois, moi, j'en ai des anecdotes. Metz en 2003, Marseille et Washington en 2006, tous sur dur. Tu as donc joué une finale en Grand Chelem contre André Agassi à l'Open d'Australie en 2001, en sortant Federer, Rusedski, Kafelnikov en quart avec un beau striptease à la clé. Une demi légendaire contre ton pote Seb Grosjean en remontant de 2-7-0 puis en sauvant 2 balles de match. Tu as joué 10 ans en Coupe Davis et fait partie de la campagne victorieuse en 2001 en Australie. Tu es même devenu capitaine de 2012 à 2015. Tu as plutôt bien joué en double aussi en ayant été 8e mondial en 2008. Tu as gagné 12 titres. Casablanca avec Seb en 2000. Marseille avec Nico Escudé en 2002. Le Master 1000 d'Indian Wells avec Seb. Metz avec Nico Mahut. Saint-Pétersbourg avec Mika. Liodra, c'est Bercy en 2004 avec Mika. Lyon avec Bennett. Et Bercy, je me suis planté, c'est 2006. Ouais, c'est pas 2004, ouais. Wimbledon en 2007. Et à nouveau, Metz et Marseille 2 fois avec Mika à chaque fois. Tu as gardé 6 ans le record du match le plus long en Grand Chelem à Roland 2004 contre Fab Santoro, perdu 16-14 au 5e en 6h33. Tu as fait au moins 8e dans les 4 tournois du Grand Chelem avec un quart à l'US en 2000, si je me trompe pas. Et tu as eu une balle de match pour faire demi à Wimbledon contre Rainer Schüttler. Je crois que c'était en 2008. Tu as fait quart de finale dans tous les grands chelems en double. Tu as collé 3-7 du coup à Agassi qui était numéro 1 mondial chez lui à l'US Open 2000. Tu as battu les 4 du Big Four. Tu as joué le Master en double et les JO. Aujourd'hui, tu es directeur du tournoi d'Aix, consultant à la télé. Tu fais du triathlon. Tu es papa. Tu adores la cuisine libanaise grâce à ta grand-mère qui est née là-bas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Arnaud. Ça va, c'est bien, c'est très bien, c'est très complet. Non, il n'y a rien oublié, il y a même, ça me rappelait des choses, même, notamment le rasage de moustache de mon père. C'était un pari. Je l'ai toujours connu avec la moustache, toujours, depuis tout petit. Et puis, il m'avait dit, pour raser la moustache, il faudrait qu'il gagne un tournoi ATP. Donc voilà, c'était arrivé assez rapidement. Il pensait pas que ça allait arriver aussi vite. Comment tu as découvert le tennis du coup? Écoute, j'ai découvert le tennis, comme tu l'as dit en fait, c'est ma mère qui s'est mise à jouer sur le tard. Et donc j'avais 7 ans et j'ai un frère qui a 1 an et demi de plus que moi. Et on s'est mis simplement à l'accompagner quand elle allait jouer. Et puis il y avait un cours à côté. Alors au début on ramassait simplement les balles avec mon frère et puis après
On a eu des raquettes et puis on s'est mis à jouer tous les deux. Ton frère vous avez combien d'écart avec ton frère? 18 mois. Et lui a essayé de se lancer sur le circuit aussi? Non, mais il a été un bon joueur. Il joue toujours très bien d'ailleurs. Hein. Il était jusqu'à 1,6. Ouais. Non, ça s'est pas dessiné de la même manière pour lui. Par contre, il est toujours aussi dans le milieu du tennis. Il est enseignant. Il est de deuxième degré. Il est prof, quoi. Et non, donc il est complètement dans le milieu, mais au niveau du club, quoi. Est-ce que tu peux nous situer ta progression au classement français à partir de non classé jusqu'à numéroté? Ouais, j'avais mes petites fiches. Et ouais, alors bon, ça c'est facile de s'en souvenir parce que j'ai pas une très bonne mémoire. Je répète souvent, mais il y a plein de choses que j'ai complètement oubliées. Alors l'âge déjà de mon premier classement, on m'a posé la question en plus avant-hier, je me souvenais même pas, je sais même pas à quel âge on peut faire le calcul assez vite hein, ensemble. J'ai été 32, puis Ouais. 15,4, puis 15,2, puis 5,6, puis 3,6, puis 0, puis moins 15, puis remis à moins 30 en milieu d'année. Et puis, j'ai été numéro 33 français. Et l'année d'après, numéro 3 français. Voilà, c'est surtout sur les dernières années où il y a eu une grosse progression. Et après, je suis resté dans les 5 meilleurs français pendant quelques années. En fait, tu as eu une progression hyper régulière, mais c'est parce que tu as commencé tard, tu étais loin des meilleurs ou tu te situais où? J'ai commencé tard le tennis petit. Alors en fait, quand on commençait à 7 ans dans ma génération, c'était un petit peu la norme. Hein. C'était pas. Aujourd'hui, c'est tard parce qu'aujourd'hui, les jeunes commencent plutôt aux alentours de 4-5 ans, c'est vrai. Mais moi, à l'époque, c'était la norme. Non, simplement, je faisais pas partie des tout meilleurs. Je jouais sans doute un petit peu moins. J'ai fait ma puberté très tard. J'étais tout petit, tout frêle. Ouais, même la première année où je me suis qualifié pour les championnats de France, la seule année où je me suis qualifié pour les championnats de France en jeune, c'était en junior deuxième année. Donc c'était vraiment la dernière année où je pouvais y aller. Donc à chaque fois, j'ai été éliminé en fait dans les phases qualificatives régionales, en quart de finale ou en demi-finale. Donc j'y accédais pas. Donc ouais, c'est vrai que j'ai une progression assez linéaire, assez régulière. Mais il y en avait quelques-uns à chaque fois qui étaient devant moi et qui bloquaient la route des championnats de France, qui bloquaient la route de Roland Garros. C'était très frustrant parce que découvrir Roland Garros, c'est la première fois quand j'étais junior 2, quand j'ai eu la chance d'y aller, c'est quand même extraordinaire, quoi. C'est fabuleux pour les jeunes. J'espère que ça reviendra justement ces championnats de France justement à Roland très bientôt. Et tu as joué les petits as? Non, j'ai pas du tout non, tout ce qui est les petits as et tous les tournois jeunes, j'avais pas le niveau pour y participer, donc non, j'ai participé à aucun. Tu disais que quand tu passais le bac, tu rêvais même pas de top 100. Ça veut dire que quand tu passais le bac, tu pensais à quoi finalement quand tu jouais au tennis? C'était du loisir? C'était du loisir. Alors, du loisir un peu particulier parce que moi j'aime énormément de choses dans le tennis et notamment j'aime aussi la compétition. Donc tennis loisir, peut-être pas, je le considérais pas comme tennis loisir, mais la compétition sans avoir un objectif particulier ou un objectif de carrière, ça c'est clair. Et même après mon bac, hein, en fait le deal un petit peu avec mes parents, c'était première terminale, je passe, j'ai mon bac, je redouble pas. Et mes parents me finançaient une année de tennis en fonction du budget. Hein, je viens pas d'un milieu riche, donc c'était vraiment un effort financier très important pour mes parents. Et mais bon, ils voyaient tellement que c'était la chose au monde qui me plaisait le plus qu'ils ont fait cet effort-là. Et voilà, et c'est vrai que ça s'est très bien passé cette première année. La deuxième année s'est enchaînée du coup assez naturellement. Et déjà au cours de cette deuxième année, je commençais à prendre mes premiers petits chèques par-ci par-là et du coup je devenais autonome financièrement, j'arrivais à joindre les deux bouts et puis la troisième année après ça allait assez vite et je suis devenu un petit peu professionnel sans que ça ait été quelque chose de prévu ni de programmé. Ça a été ça y est, en fait ma passion me permet de vivre, donc quelque part je suis professionnel. C'est un peu passé comme ça. Moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais été dans les meilleurs et tu étais un peu la référence. On te citait souvent en disant, mais tu sais, t'inquiète pas, Arnaud Clément, à 18 ans, on disait même, Arnaud Clément, à 18 ans, il était 2,6. Bon, la vérité, c'est qu'à 17, tu étais 0. Mais, mais tu étais un peu cet exemple référence de ça peut passer même tard.
Bon, en l'occurrence, pour moi, c'est pas du tout passé, mais Non, mais il y a aussi une explication, c'est que c'est vrai que moi j'ai eu une scolarité euh, classique, vraiment une scolarité classique. J'avais pas de, je suis allé au collège, je suis allé au lycée, j'avais aucun horaire à aménager. Donc un peu comme dans les clubs. Alors moi je suis quand même issu d'un club vraiment, un club compétition avec une vraie historique de compétition, le Country Club Aixois. Avec c'est un vrai club formateur, où beaucoup de très bons joueurs sont sortis, beaucoup de joueurs négatifs, notamment Sébastien Dechonac. Et, euh, et, euh, et en fait, donc j'avais mon entraînement du mercredi, j'avais mon entraînement du vendredi, et puis le week-end, c'était, il pouvait y avoir un entraînement le samedi, ou c'était des tournois le week-end, c'était des tournois aussi, bien sûr, pendant les vacances scolaires. Mes parents ont toujours été justement derrière moi à m'amener à droite à gauche, justement. Ils ont été extrêmement disponibles pour moi. Et je suis passé de ce rythme-là, en fait, du jour au lendemain, j'ai eu mon bac. Donc, le jour de mon bac, ben, c'était un point de départ. Et ce jour-là, à partir de ce jour-là, je me suis mis à jouer 2 fois par jour. Donc, il y a certains, c'est vrai, personnes de jeunes de ma catégorie qui étaient déjà sur un rythme beaucoup plus élevé. Et en fait, moi, en passant sur ce rythme-là, en étant tellement passionné, je m'éclatais tellement, je pouvais passer des heures et des heures à m'entraîner parce que j'aimais ça vraiment, hein, qu'en fait j'ai progressé très très vite dans cette période, quoi, sur les premières années. Et en fait, au bout de quelques mois, j'avais rattrapé déjà les tout premiers de ma catégorie dans mon année d'âge. t'as pas du tout joué les grands chelems juniors du coup. Non, 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 non. Non, mais c'était normal en fait. J'étais pas déçu de pas y être. C'était pas accessible par rapport au niveau que j'avais. Est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier point ATP? Est-ce que tu avais ressenti? Si ta mémoire ne te fait pas défaut. Ouais, bien sûr, très clair, parce que c'est un moment marquant. Alors en fait, moi, je viens d'une époque qui est un peu différente de celle d'aujourd'hui, c'est qu'on gagnait pas son premier point ATP d'une manière claire et nette. Avant, aujourd'hui, il y a des tournois satellites. À l'époque, il y avait des tournois satellites. Aujourd'hui, c'est des futurs. Et en fait, avant, c'était un circuit. Il fallait faire 3 tournois et les meilleurs de ces 3 tournois étaient qualifiés pour un Masters et il fallait être au Masters pour pouvoir gagner des points ATP. Donc c'était au 3e tournoi de ce circuit et je suis au premier tour du tableau. Je joue contre Julien Bouter et en fait il fallait que je gagne ce match pour être qualifié pour le Masters. Donc c'est en le battant ce jour-là. Donc je savais pas encore même combien de points ATP j'allais prendre. Mais en le battant ce jour-là, en étant qualifié pour un, je savais que un peu moins de 15 jours après, j'allais avoir au minimum mon premier point ATP. Donc, bien sûr, c'est un match qui est marquant en plus contre un copain. Puis on s'en souvient tous les deux de ce match-là. C'était à La Roche-sur-Yon. Et finalement, donc c'était au premier tour et c'est un tournoi que j'ai remporté. Ah ouais. Et donc, en fait, après, je suis qualifié pour le Masters. Ce Masters, je fais demi-finale. Et en fait, mon premier point, en fait, c'est 20 points. 20 points ATP. Donc, mon premier classement, c'était aux alentours de la 650e place mondiale. Mais bon, à l'époque, on prenait un point, on était millième ou 1100e. Aujourd'hui, je crois qu'on est, avec un point ATP, on est 2500e hein, sur le circuit. Donc, c'était un petit peu une autre époque. Mais oui, c'est quelque chose. Hein. Quand on sait qu'on va prendre un point et surtout qu'on a un premier classement, c'est vraiment voilà, quelque chose dont on se souvient et qui marque. Est-ce que tu avais acheté le Tennis Mag de l'époque pour voir ton nom dans le classement à la fin dans les pages de fin, tu sais, où tu avais le classement ATP? Je sais pas, mais j'en ai pas mal. En fait, je profite de ce moment. On est à la maison pour faire du tri. Et mon père avait gardé énormément d'articles dans des cartons et je lui en veux un peu, mais extrêmement mal rangés. Dans un carton, il peut y avoir 5 années différentes. Donc, je fais des tris. Il a gardé énormément de Tennis Magazine. Donc, j'ai pas encore vu, voilà, cette année, l'année 95, la fin d'année 95, s'il y a un Tennis Magazine qui traîne, mais ça serait amusant qu'il y soit dans les cartons. Quand tu te revois aujourd'hui avec le look de l'époque, les lunettes aux clés, le bandana et tout, tu te trouves comment? Un rapide break pour nous filer un immense coup de main, mais nous un like dès maintenant si t'es sur YouTube, ça nous aide considérablement à faire connaître notre travail. 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify, un avis sympa, ça fait chaud au cœur. Récupère en bonus gratuit le conseil coaching numéro 1 de nos invités précédents.
Ce sont des joueurs, coachs, prépa mentaux, physiques et même statistiques qui te livrent des pépites à mettre en pratique directement dans ton jeu. Reçois-le chaque semaine par mail en t'inscrivant à notre newsletter qui est le premier lien en description. Et je t'envoie même un récapitulatif en mode rattrapage de tous les conseils coaching précédents. C'est cadeau. Et si tu veux avoir accès aux techniques de visualisation mentale mises en place par Eric Medaitz, expert en sophrologie du sport depuis 25 ans pour fluidifier la technique de tes coups et tes schémas de jeu gagnants, préchauffer ton cerveau pour commencer tes matchs pied au plancher, rester dans ta bulle ou t'y mettre facilement changement de côté, t'as accès à notre 14e masterclass d'1 heure et demie en 7 exercices concrets pour pratiquer la visualisation de manière autonome. T'as le lien juste en dessous. Moi, j'assume tout, moi. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais ouais, c'est vrai. En fait, à l'époque, il y avait, on était deux. Hein. Je suis pas tout seul. Parce qu'il y avait Amélie Mauresmo aussi qui portait des lunettes aux clés. Et ouais, c'est vrai que c'était un look un petit peu particulier. Et puis c'est devenu un petit peu une identité visuelle pour moi par la suite. Mais ouais, c'est des lunettes de vue. Le bandana s'est imposé pour la transpiration. Et voilà, après c'était comme ça. Puis je suis passé je sais pas si je peux citer des Ouais, bien sûr. équipementiers. Oui, bien sûr. Après, je suis passé en plus quelques temps après chez Lacoste, et Lacoste sortait avec toutes ces couleurs de polo. Donc, du coup, voilà, j'avais des couleurs de bandana, des couleurs de polo, des lunettes aux clés. C'est vrai qu'il y a très peu de joueurs qui jouaient, même s'il y en a toujours peu, il y en a un peu plus au jeu avec des lunettes. Donc, ça dénotait un petit peu, mais c'était plutôt utile. Comment t'as vécu, t'as traversé un peu de la jungle des satellites à l'époque qui t'ont rapproché des challengers? Ben, j'ai eu cette chance d'être passé assez vite, de pas être resté vraiment. J'ai des très bons souvenirs en fait. Il y avait des circuits français, alors je prenais le train. J'avais ma carte de téléphone pour appeler mes parents quand j'arrivais sur place pour leur dire je suis bien arrivé. Pour les appeler après une partie pour leur dire ben j'ai gagné parce que ouais, on n'était pas sur le live scoring hein, à l'époque. Hein. Donc on racontait un petit peu. Donc ça, ouais, c'est vrai que c'est vraiment une autre époque. Ça me paraît très lointain. C'est très lointain d'ailleurs, c'est peut-être pour ça. Et ouais, après je me rappelle un circuit en Espagne, je suis allé à un circuit en Bulgarie, un circuit satellite là, donc quatre semaines d'affilée, on partait pour un mois. Hein. Ouais. Et ouais, des très bons souvenirs, un circuit en Bulgarie que j'avais remporté. Donc voilà, en fait on est. Alors c'est vrai que après on monte en catégorie, on arrive, on fait des satellites, on fait des challengers, on fait des grands prix. C'est vrai que si on passe après des grands prix de cette qualité de réception, d'hôtel, de player lounge, enfin, d'accueil général du joueur et qu'on doit repasser aux catégories inférieures, ça fait bizarre, ça se voit. Mais quand on on passe des tournois français, satellite, challenger, bah moi j'ai pas eu ce sentiment, en tout cas ou très rarement de voilà d'être vivre des moments difficiles ou des moments d'inconfort où il fallait absolument passer par là pour essayer d'accéder à l'étape supérieure. Non, j'ai vécu voilà ces moments-là pleinement et de manière vraiment positive. Quoi. Alors voilà, encore une fois, j'ai eu la chance de pas y rester longtemps. Ce qui est dur, justement, au début, c'est quand on reste longtemps, qu'on stagne et qu'on n'arrive pas à passer justement et qu'on voit l'échelon supérieur et qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Ça, c'est plus dur. Moi, j'ai eu cette chance justement d'y passer assez rapidement. Tu étais réputé pour être un joueur assez costaud physiquement. Est-ce que tu sentais que tu bouffais les gars un peu au mental sur le physique en sentant que tu étais plus résistant? Parfois, oui. Je jouais ouais, j'essayais en tout cas de jouer là-dessus. C'est vrai que moi, j'avais un petit peu de, pas de carrière, c'est pas ce que je veux dire, mais deux moments différents par rapport aux vraies différences en fonction du format de jeu. C'est vrai que le format Grand Chelem m'avantageait justement souvent au niveau de l'endurance et je jouais beaucoup là-dessus et même mes tactiques contre le même adversaire étaient pas forcément la même justement parce que même si je savais que je pouvais perdre un set, que je pouvais perdre 2 sets, et ben que physiquement, avec ce type de jeu-là, ben, la personne qui allait être en face de moi aurait beaucoup de mal à tenir sur la distance. Donc ouais, je jouais là-dessus. Et après, ben, c'est vrai que quand on commence à avoir un petit peu cette réputation-là, ben, les joueurs le savent et parfois on sent que les joueurs déjouent
sortent un petit peu de leur plan de jeu parce qu'ils veulent sortir de la filière longue et ils sortent un petit peu justement de leur plan et des choses parfois qui auraient pu peut-être davantage me déranger. Donc ouais, il y a ces moments, il y a un vrai combat psychologique où on montre qu'on est fort et que des moments où on se sent un petit peu moins bien, bah, c'est très important justement de pas le montrer pour envoyer des signaux justement à l'adversaire qui aille à notre avantage. Et ouais, c'est vrai que j'ai joué souvent là-dessus. Après, c'est pas que du bluff, hein, parce que ça m'est arrivé souvent de battre les joueurs tennistiquement supérieurs à moi, simplement parce que physiquement j'étais meilleur qu'eux. Et concrètement, tu bossais comme un monstre en dehors? Tu faisais quoi en particulier comme type d'entraînement physique? Ouais, je travaillais beaucoup, mais en fait, moi, en fait, je le dis souvent, mais je dis souvent, j'ai de la chance. C'est des qualités qu'on développe aussi, mais moi, j'ai toujours pris énormément de plaisir dans l'effort physique. Donc, aller s'entraîner longtemps, avoir des entraînements durs. Moi, voilà, quand j'étais sur le terrain, je prenais du plaisir. Quand l'entraînement était fini, je prenais du plaisir d'avoir fait vraiment quelque chose de dur, d'avoir repoussé mes limites. Certains joueurs, voilà, n'avait pas ce plaisir. C'était des moments, voilà, il fallait passer par là, il fallait le faire, c'était le boulot, mais c'était pas leur kiff, quoi. Moi, aujourd'hui encore, j'aime être dans l'effort physique. J'ai toujours eu ça. Alors, je pense que c'est quand même quelque chose que j'ai développé, une qualité que j'ai développée, parce que c'est une qualité pour ce sport. Mais, donc, du coup, je pouvais passer, oui, beaucoup d'heures sur le terrain. Mais au-delà du nombre d'heures que je pouvais passer sur le terrain, c'est surtout voilà, l'intensité que je pouvais mettre sur justement ce temps passé sur un cours de tennis qui était sans doute supérieur à la moyenne. Ton coup le plus naturel, c'est lequel? J'en ai qu'un, moi, c'est mon revers. Tout le reste est extrêmement travaillé, mais mon revers ne l'est pas, ouais. Ok. Quel est le moment du coup où tu sens que tu exploses vraiment, que tu pètes un peu le plafond et la barre du top 100? Mais encore une fois, tout s'est fait de manière. Voilà, c'est vrai qu'il y a un moment donné où les choses se sont accélérées. Mais en fait, ma progression a été, encore une fois, même après, des linéaires. J'étais 300e, 200e, 150e, 120e. Hop, cette barre descend. Et puis même là, en fait, ça a continué en fait jusqu'à mon plus haut niveau, jusqu'à la 10e place mondiale. J'ai eu cette progression constante. Il n'y a jamais eu de moment. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Encore une fois, j'ai eu de la chance. J'ai pas eu d'arrêt dû à une blessure importante. Donc du coup, j'ai pu continuer à travailler régulièrement, à enchaîner les tournois et à progresser. Mais ouais, alors peut-être à un moment, j'étais 33e français et puis euh, et puis je participe au Grand Prix de tennis de Lyon et au premier tour, je joue contre Patrick Rafter qui numéro 3 mondial. Donc je crois que c'était en 98 peut-être. Ouais, peut-être 98. Et Wildcard ou tu sors des qualifs? ouais, je pense que je suis wildcard. Non, je suis pas qualifié. Je pense pas, non. Ben, ça, voilà, c'est le moment où je te le garantis pas parce que j'ai pas une très bonne mémoire. Mais bon, c'est avant que le classement français ne change, cette période de l'année, en fin d'année. Donc, je suis 33e français et je bats Patrick Rafter, qui est numéro 3 mondial et qui vient de gagner l'US Open. Donc là, je me suis dit, bon, quand même, même si, il revenait, pour une petite anecdote, hein, il revenait de vacances en fait après avoir gagné l'US Open, il était complètement hors de forme et il avait dit 100 000 dollars de garantie pour venir au tournoi de Lyon qu'il a rendu aux organisateurs justement parce qu'il avait jugé qu'il ne les méritait pas. Mais bon, moi sur le moment, je suis 33e français, je dois être 200 ou 300e mondial, je bats le numéro 3 mondial. Là, je me dis bon là, il y a quand même quelque chose, voilà, qu'on voit pas si souvent que ça. Yes. Est-ce que tu peux nous refaire le film, un petit coup, de ton quart à l'US, qui a été ton premier gros résultat en Grand Chelem en 2000, où Mm-hmm. tu sors Agassi chez lui. Comment t'étais les semaines avant? Comment t'avais vécu ce tournoi-là qui t'a un peu propulsé sur... Tu disais, j'ai lu dans un article que c'était la période où tu as le mieux joué de ta carrière entre 2000 et 2001. En fait, c'est très particulier. En fait, j'arrête de m'entraîner
avec Éric de Bliquer à cette période. En fait, on était en binôme en fait au début des années 2000 avec Sébastien Grosjean et on est avec Éric de Bliquer. Et puis Sébastien prend un entraîneur privé. Et puis à l'époque, la politique de la fédération, c'était pas de prendre un joueur pour un entraîneur. Soit on avait un groupe, soit on allait dans le privé. Donc je me suis retrouvé à devoir m'organiser assez rapidement pour prendre un coach dans le privé et sortir de la fédération. Et je pense que c'est un des superbes choix que j'ai fait dans ma carrière. Je me suis entraîné avec Philippe Rosan, qui était mon partenaire d'entraînement dans mon club, parce que j'ai une petite parenthèse à Marseille, Ouais. notamment où je jouais les matchs par équipe, où m'étais entraîné avec Trevor Allan, qui est un ancien joueur australien qui était dans les 50 meilleurs joueurs du monde. Et donc, je m'entraîne avec Philippe Rosan, qui vraiment développe chez moi des qualités que j'avais, mais il va vraiment chercher vraiment à les exploiter au maximum, la prise de balle précoce, et il me lâche pas. Et puis j'arrive sur une période où j'avais pas mal de points à défendre au début de cette tournée américaine. J'avais pas mal joué déjà sur la tournée américaine l'année précédente. Et donc j'étais aux alentours de la 50e place avec plutôt le stress de perdre des points plutôt que d'en gagner. Et je commence cette tournée américaine de manière vraiment intéressante pour moi. Et donc, je fais une demi-finale. Donc, je crois que c'était à Los Angeles. Après, je refais une demi-finale, enfin un Master 1000. À l'époque, c'était les Super 9 à Cincinnati. Donc, c'est même la seule demi-finale que j'ai fait en Master 1000 dans ma carrière, en battant de très bons joueurs. Derrière, je refais une demi-finale la semaine qui précède à Long Island la semaine qui précède non, c'était Boston à l'époque, c'est Boston la semaine qui précède l'US Open, et j'enchaîne en pleine confiance, j'ai gagné énormément de matchs. Donc voilà, je suis un petit peu sur ma lancée. Je joue à Gasly au deuxième tour de l'US Open, qui est numéro 1 mondial, peut-être même tenant du titre, mais qui est pas, faut être honnête, au top de sa forme. Donc une victoire très sèche pour moi, et j'enchaîne très bien derrière avec des matchs solides. Donc cette tournée américaine, moi je la considère vraiment, même au niveau tennistique peut-être, comme devant même l'Open d'Australie de 2001, tellement que les semaines se sont enchaînées de manière vraiment remarquable pour moi, quoi. Et donc j'en sors vraiment boosté. Et c'est vrai que c'était une première expérience bon ratée en quart de Grand Chelem, mais par contre voilà, c'était première fois que j'allais si loin. Et je me rappelle, en fait, c'est marrant parce que en fait j'étais très déçu. J'étais très déçu parce que j'étais tout jeune à l'époque, mais en passant complètement à côté de mon match. Je me rappelle jamais si c'est contre Hewitt ou Kafelnikov d'ailleurs, mais je confonds les années. Mais je passe complètement à côté de mon match, je suis très nerveux, et en fait je suis déçu parce que je me dis, mais putain, je joue un quart de finale de Grand Chelem et je passe à côté. Mais je sais pas si dans ma vie j'aurais la chance de rejoindre un quart de Grand Chelem, mais je suis passé complètement à côté. C'est vrai que et du coup pour ça j'étais effondré. Bon, Ouais. après voilà, quelques temps après, j'avais pris un peu de recul sur ma tournée américaine dans son ensemble, et c'était plutôt pas mal. Mais sur le moment, j'étais extrêmement déçu. Je m'en voulais vraiment, comme rarement je m'en suis voulu. Ouais. Et du coup, le titre à Lyon, c'était après cette tournée américaine? Ouais. Et après voilà. Et après il y a cette tournée américaine, et puis Lyon, le premier titre de ma carrière, où bah là par contre je rejoue Rafter, mais cette fois-ci je le rejoue en finale. Ouais. Et voilà, et puis voilà, battre Rafter quand même en finale pour gagner mon premier titre sur un énorme tournoi, parce que c'était vraiment considéré comme un immense tournoi français. C'était juste en indoor, c'était juste après Bercy, un tournoi de Lyon, avec tous ces noms prestigieux qui étaient affichés dans la salle de tous les anciens vainqueurs. C'était vraiment quelque chose pour moi, un souvenir vraiment fort. Tu réalises à ce moment-là ce que tu es en train d'accomplir, ou toi, t'enquilles un peu la tête dans le guidon sans trop te poser de questions, quoi, finalement? Ouais, je prends en fait, je prends tous les événements qui m'arrivent avec, je crois, voilà, toujours cette période une relative, voilà, fraîcheur. Et puis là, je me dis bon, ben, c'est fabuleux, quoi, c'est fabuleux. C'était depuis le début de l'année, demi-finale en Master 1000, un quart en Grand Chelem, je gagne mon premier titre. Voilà, je
finis l'année, je crois, dans les 20 premiers déjà. Je finis l'année 17e ou 18e mondial. Voilà, 2 ans avant, j'étais centième. Et puis 2 ans avant, comme on l'a évoqué, je passais mon bac, quoi. Donc, bon, ouais, tout est, je prends, en fait. Et je me suis pas mis Bah, ouais. je savais pas quoi m'attendre et j'ai tout pris, avec énormément de bonheur et d'excitation à chaque fois. Et à chaque fois, dans cette période, quelques semaines, quelques mois après avoir vécu un grand moment, j'avais un moment encore plus grand. Donc c'était extraordinaire. Tu as continué la fin d'année avec ton coach. Vous avez fait une prépa dans la même lignée, à prendre la balle plus tôt, à rentrer dans le terrain. Comment vous avez préparé la nouvelle Ouais, saison? on a continué vraiment à travailler dans ce sens-là et surtout, je pense que c'est la préparation aussi physique hivernale la plus poussée que j'ai pu faire avec lui. Et je me rappelle encore, ça des 400, 600, des 800 mètres qu'on faisait sur piste. Voilà, j'avais mes temps et puis à chaque fois, il fallait que je fasse mieux. C'est un truc quand même un peu scientifique, hein, normalement à la base, où voilà, on prend, on prend sa VO2, en fonction de sa VO2, on sait que voilà quel rythme on doit avoir, et puis il y a un calcul qui se fait, ben voilà, sur un 400 mètres, sur un 600, il faut travailler à tant de pourcents, donc il faut que tu arrives à tel temps. Et ben moi, il fallait absolument que je sois toujours quelques secondes de mieux que ce que je devais faire, parce que c'était pas forcément très professionnel, mais voilà, c'était dans mon caractère. Et puis on a fait ça pendant des semaines, et je suis arrivé, c'est vrai, début 2001, j'ai été Affûté. voilà, jamais été aussi fort physiquement qu'à cette époque-là, parce que j'avais tout en fait. J'avais la vitesse parce que j'étais encore voilà, encore très jeune, et j'avais aussi la vitesse, j'avais l'endurance, j'avais aussi après au niveau plus général, acquis de l'expérience en grand chelem contre des top 10. Voilà, je m'étais déjà frotté à certains grands joueurs sur des grands centraux. Donc voilà, je suis arrivé à l'Open d'Australie avec énormément d'objectifs et de détermination. Ton objectif, c'était d'aller au bout du tournoi ou c'était pas forcément réaliste à ce moment-là? Non, en fait, moi, je suis jamais été quelqu'un qui me fixait des objectifs en termes de classement, ou même en arrivant sur un tournoi. Ça m'est arrivé de rares occasions, mais de par mon statut à l'époque et ce que je venais de faire, c'était atteindre la deuxième semaine. Voilà, atteindre la deuxième semaine. Et après, on voit. Mais ouais, si j'aurais été très déçu de pas atteindre la deuxième semaine. Tu te souviens de ton match contre Roger? Sur 2001, ouais, je me souviens un petit peu. En fait, je l'ai joué 2 ans d'affilée au troisième tour de l'Australienne. Je l'avais joué l'année d'avant aussi au troisième tour. C'était Ouais. marrant déjà de voir l'évolution en une année, mais c'était encore un petit peu léger. Ce match-là était quand même un peu plus accroché. Je crois que ça avait fait 7-6, 7-6, 6-4, quelque chose comme ça. Alors que l'année d'avant, ça avait été vraiment facile. Mais non, pour moi, c'est pas un match marquant parce que Federer, à l'époque, c'est pas Federer en fait, quoi. C'est juste un joueur qui est prometteur, mais qui a encore rien gagné. Et c'était logique que je le batte parce que j'étais meilleur que lui. Et derrière, tu t'enflammes bien comme il faut en faisant ton striptease à la fin du match contre Kafelnikov. Pour toi, c'était pas un miracle, mais c'était un petit exploit de l'avoir battu. Comment t'as préparé et comment t'as vécu ce match-là? Tu t'en souviens un peu? Ouais. Alors il y a Rudzetsky juste avant, que je Ouais. fais vraiment un très gros match, hein, contre Rudzetsky, qui était vraiment un bon joueur à l'époque, un très bon serveur, et vraiment j'ai fait vraiment une démonstration en retour passing, et ça avait été un match vraiment vraiment facile, mais parce que j'avais vraiment fait un très gros match. Et puis après, Kafelnikov, une pointure, voilà, une grosse pointure, un joueur qui, quand il se pointait en grand chelem à l'époque, c'était à chaque fois quelqu'un qui visait le titre, hein, il Ouais. visait pas autre chose. Et ouais, en effet. Alors c'est un petit miracle, hein, déjà ce match-là, petit miracle. Euh, En fait, je sais pas. Il y a un moment un petit peu particulier. En fait, je me réveille le matin de ce match-là, et j'ai comme une entorse en fait à la cheville.
Ça m'est arrivé une fois dans ma vie, ce jour-là. C'est absolument rien passé la veille, c'est absolument rien passé la nuit, forcément. Je me lève, je peux quasiment pas poser le pied par terre et je ne sais pas pourquoi. Là, je suis complètement effondré parce que pour moi, tout de suite, je vais pas pouvoir jouer à quart de finale. Je suis arrivé en quart de finale, j'avais pas perdu un set encore et je me dis, je vais pas pouvoir défendre mes chances. Bon, finalement, je prends des anti-inflammatoires et puis ça se déverrouille un petit peu et bon, et puis ça va à peu près, l'échauffement un peu compliqué, mais bon, j'arrive sur le court, ça va. Bon, par contre, il y a eu beaucoup de tension due à ça de tout le début de journée, et je pense que ça m'a vraiment tendu. Et en fait, je suis arrivé avec assez vite à avoir des douleurs musculaires, pour que justement j'essaie de compenser, j'essaie d'un peu moins appuyer inconsciemment justement sur ce pied-là, ce qui m'était pas arrivé. Donc je m'étais fait strapper et en fait, je suis arrivé à la fin du match un petit peu avec du quatrième set, je commençais à avoir des débuts de crampes et je savais très bien que si je remportais pas le quatrième set, j'allais quasiment avoir aucune chance de remporter le cinquième, sauf s'il y avait défaillance de sa part. Mais mon Kafelnikov sur 5-7, il n'y avait pas trop de soucis pour tenir la distance. Et donc c'était un petit miracle parce qu'en fait j'ai sauvé balle de 7 dans la troisième manche, j'ai sauvé balle de 7 dans la quatrième, et puis il y en a une qui est sauvée vraiment avec énormément de réussite. Et voilà, pour emporter finalement au tie-break. Donc ça a été une vraie voilà, délivrance. J'étais vraiment hors de moi en fait à la fin de cette partie. Peut-être c'est la seule fois même de ma carrière où c'est arrivé. On parle de striptease. Ouais, c'est vrai que j'ai tout balancé. J'ai balancé mes chaussures. Même j'avais même plus de chaussures pour le tour d'après. J'ai dû aller en trouver d'autres, en acheter. Donc c'était une émotion pure et intense, et un moment vraiment extraordinaire qui a été aussi décuplé et peut-être créé aussi par le soutien que j'ai pu avoir du public sur tout cet Open d'Australie, sur cette quinzaine. C'était extraordinaire pour moi. J'étais un petit gars français qui parlait pas un mot d'anglais, et j'étais soutenu. J'étais à l'autre bout du monde et les gens m'encourageaient tour après tour un peu plus encore et m'avaient énormément soutenu sur cette partie. Alors c'était peut-être, ça faisait marrer de voir un petit gars courir partout avec un bandeau et des lunettes. C'était pas commun, c'était pas courant. Mais voilà, c'est des émotions, je les ai aussi vécues grâce au public australien. Et là, il y a cette demi qui arrive, exceptionnelle. On se dit tous qu'on va avoir un Français en finale, c'est énorme, quoi qu'il arrive. Puis en plus, vous êtes potes avec Seb. Donc, comment tu prépares le match à ce moment-là? Est-ce que tu y crois très fort? Tu es dans quel état d'esprit? Oui, mais en fait, je pense pas à ça. En fait, moi, je suis un peu effondré. Je pense que Seb l'est aussi. On aurait tellement aimé être chacun d'un côté du tableau, mais bon, ça n'a pas été le cas. Mais ouais, c'était particulier parce qu'en fait, on s'est chauffé tous les jours ensemble, et même donc le jour de la demi, on s'est chauffé ensemble encore. Ça s'arrive pas en fait. C'est pas quelque chose qui peut se passer aujourd'hui. Vous imaginez deux joueurs qui se chauffent ensemble le matin de leur demi-finale de Grand Chelem. Nous, on l'a fait, quoi. Et ouais, très particulier. Ouais, c'est peut-être le match de la quinzaine où j'ai pris le moins de plaisir, et même dans la victoire. Alors c'est un moment extrêmement fort. Bien sûr, je me qualifie pour une finale de Grand Chelem, mais le contexte contre Seb, puis la manière dont se déroule le match avec un match à sens unique pour Seb, des balles de match, puis finalement j'arrive à faire tourner le truc et je gagne. On sait à quel point c'est difficile de perdre un match dans ces conditions-là en Grand Chelem, et encore plus dans notre première demi-finale de Grand Chelem. Alors moi, c'était ma seule. Sébastien, lui, il a vite rebondi parce que le Grand Chelem d'après, il était encore en demi. Mais bon, à ce moment-là, c'est notre première demi-finale de Grand Chelem à tous les deux. Donc ouais, c'était franchement, c'était c'est dur à décrire. On peut peut-être pas forcément me croire, mais j'ai pas vécu un bon moment parce que on peut pas célébrer ce type de match, une victoire dans ce contexte contre notre ami, et donc non, très particulier. Ok. La finale, t'es tendu le soir, la veille? Ouais, je suis tendu, mais pas pour les raisons qu'on pense. Non, je suis tendu. Je suis tendu parce que là, à ce moment-là, en fait, je me dis, mais là, ce qui va se passer, c'est que je vais donc
faire un speech devant des millions de personnes en anglais. Donc, mais comment je vais faire en fait? En fait, j'ai joué donc la finale de Lyon en France, pas de problème, discours en français. L'année d'avant, en 99, j'avais fait finale à Marseille, en France, pas de problème. Et là, je suis en Australie, c'est une finale de Grand Chelem. Je sais que voilà, il y a des millions, des millions, des millions de gens à travers le monde qui vont regarder. Il faut que je fasse un speech en anglais. Je ne comprends rien. Donc en fait, j'ai écrit un speech en français. Et le matin, je suis allé voir un journaliste de l'équipe. Je suis allé voir Philippe Boin. Et je lui dis, c'est pas très bien à l'époque, hein. Je dis, bah, est-ce que vous pouvez m'aider là, parce que tout à l'heure je vais devoir parler et il faudrait que quelqu'un puisse me traduire mon speech, quoi. Donc il m'a traduit mon speech. J'avais écrit en français, il me l'a traduit en anglais. Alors bien sûr, parce que j'avais pas de possibilité quand même d'écrire trop longtemps la veille, donc j'avais fait un speech. Et j'avais un mot à changer, donc si jamais je faisais finale ou si jamais je gagnais, mais c'était quand même, voilà, c'était quasiment à 99% le même speech. Donc bon, bien sûr, c'est une petite anecdote ça entre nous, c'est sympa, mais c'est surtout pour ça que j'étais stressé la veille et pas, non pas avant de jouer la finale, non, ça m'a pas, j'étais pas plus tendu que ça, au contraire, même je me rappelle le matin. J'étais bien, j'avais battu Agassi, justement en demi-finale à Lyon, il avait abandonné au bout d'un set, mais je l'avais battu à l'US Open aussi quelques mois avant. Ouais. Bon, j'avais dans moi, j'avais mon plan de jeu, je voyais exactement ce qu'il avait dérangé. J'avais gagné les 4 derniers sets contre lui de manière assez facile, même si je pouvais penser que les choses seraient différentes. J'étais en pleine confiance et je me disais, aujourd'hui, je vais peut-être gagner un grand chelem. Voilà, c'est comme ça que j'ai abordé le match. J'ai pas été battu sèchement parce que j'étais tendu, j'ai été battu sèchement parce que le joueur que j'ai affronté ce jour-là me donnait un rythme que je pouvais pas suivre et le niveau de jeu était bien trop élevé pour moi et c'était pas du tout le même joueur que j'avais affronté les 2 matchs précédents. Tu te le disais pendant la partie, tu disais putain, il est monstrueux cet enfoiré. Ouais, alors j'étais surpris, je m'attendais pas à ça surtout, mais j'aurais dû, bien sûr, j'aurais dû être un petit peu plus conscient que Agassi en finale d'un Grand Chelem, c'est pas Agassi en demi-finale de Lyon ou au deuxième tour de l'US Open, quoi. J'en aurais dû être plus attentif à ça, mais même si je me l'étais dit, franchement, ça aurait rien changé du tout, parce que j'avais pas dans mon jeu, pas de solution pour jouer contre quelqu'un qui joue de cette manière-là. T'étais deg les jours d'après ou t'étais comment? Comment tu l'as vécu? Non, j'étais heureux, j'étais très heureux. Non, mais voilà, moi j'ai toujours eu ça, c'est que moi la défaite m'a jamais posé de problème à partir du moment où le joueur en face de moi était meilleur, ou j'avais le sentiment que j'avais de toute manière tout tenté. Et voilà. Donc c'est exactement ce qui s'était passé. Donc non, j'en ai retenu que du positif. Ça, j'avais même pas besoin de plusieurs jours pour pouvoir analyser. J'ai tout de suite, après le match, c'était très clair dans ma tête, aussi clair que ça l'est aujourd'hui. Et beaucoup, pouvaient penser que j'étais rattrapé par l'émotion. Et avec du recul, j'aurais pu me dire, ouais, finalement, tu aurais pu faire ça de mieux aborder ce moment où non, je vois pas aujourd'hui encore ce que j'aurais pu faire de mieux pour pouvoir avoir une chance. Ok. Après, tu es devenu assez connu. Tu as pris un gros coup médiatique. Je me souviens, tu es passé. J'ai revu des images d'archives où tu es passé 2 fois chez Ardisson. Comment tu as géré le fait de devenir médiatisé comme ça, de manière assez forte d'un coup? Ouais, alors ça me fait mal de dire ça, mais c'est quand même une autre époque. C'est-à-dire que l'Open d'Australie à cette époque-là, c'est de très très loin le Grand Chelem le moins médiatisé. Et alors oui, c'est bien sûr, ça reste quelque chose, hein, mais ça aurait été franchement multiplié par 10, par 100 si ça avait été un des 3 autres Grands Chelems. Okay. Aujourd'hui, c'est suivi l'Open d'Australie de manière différente que à l'époque. Là, on jouait une finale, on jouait au milieu de la nuit. Bon, c'était
C'était pas comme aujourd'hui, même où les horaires, c'est le matin, on peut voir la finale quand on est en France, quand on est en Europe, on peut voir la finale sans se lever forcément très tôt. Donc, non, je me souviens pas trop. J'ai pas eu le sentiment d'avoir, eu reçu une vague en pleine face ou quoi que ce soit. Non, encore une fois, les choses ont été assez progressives pour moi. J'abordais pas l'Open d'Australie en inconnu, hein. J'abordais l'Open d'Australie en étant dans les 16 premières têtes de série. C'était pas, voilà, je venais de faire un quart à l'US Open. J'avais déjà battu j'avais battu notamment Agassi, numéro 1 mondial. Voilà, j'avais joué sur des grands cours, battu des top 10 sur des grands cours. Donc, ce que j'avais réalisé là-bas, tennistiquement, pour moi, n'était pas forcément quelque chose d'exceptionnel. Mis à part ce match contre Kafelnikov, voilà, qui a été vraiment ma vraie performance, vraiment de la quinzaine, parce que je mets toujours entre parenthèses le match contre Sébastien. Tous les matchs que j'ai joués avant pour me qualifier jusqu'au quart de finale, c'était normal en fait. C'était normal. J'ai fait un bon tournoi, j'ai bien joué, mais il n'y avait pas d'exploit là-dedans, quoi. Est-ce que avec le relais derrière les émissions, les trucs comme ça, tu penses que tu as pu prendre un peu le boulard parfois à cette époque-là? Oui, oui. Alors, je pense que je l'ai pris souvent, mais pas longtemps. Je pense que j'ai eu la chance d'être dans un entourage qui pouvait me recadrer justement régulièrement, que ce soit mes parents, mon frère, certains de mes amis. Et puis, voilà, quand je venais me ressourcer de toute manière chez moi, voilà, j'ai toujours ce contact simple avec entre parenthèses, hein, mon ancienne vie et mes copains qui n'étaient pas forcément du tennis à l'époque. Donc, ouais, je pense que je gardais quand même les pieds relativement sur terre, même si oui, parfois, j'ai pu avoir des erreurs de comportement dans le mauvais sens. Mais ouais, je dirais voilà, oui, mais pas trop longtemps. Ah. Ta toute première sélection en Coupe Davis, tu t'en souviens? Là, alors première sélection ou premier match qui compte. Première sélection parce que c'est là où tu te fais bisuter, non? Je me fais bisuter. Alors, c'était quoi? Parce qu'il y a eu plusieurs types de bisutage, hein. Il y a eu l'avant et après Michael Laudra qui a mis en place certains bisutages à l'époque. Mais non, alors ouais, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu plusieurs choses. Et la première fois que j'étais dans l'équipe en tant que remplaçant, il y a eu après la première fois où j'étais dans les quatre. Ça, c'était donc à l'Open, pardon, à Florianopolis au Brésil, Ouais. en 2000. Alors, j'avais joué mon premier match, mais c'est un match qui compte pas. La rencontre était perdue, mais c'était là mon premier match. Mais pour moi, voilà, ma vraie première fois, c'est justement collé à l'Open d'Australie 2001. Là, c'est ma première sélection où je sais que je suis titulaire. Là, je sais que je suis titulaire et que je vais jouer. Et c'est quelques jours après. C'était la semaine d'après. Ça s'enchaînait tout de suite sur terre battue en Belgique. Et je joue contre Christophe Rocus. Et là, par contre, au niveau du stress, là, j'étais sur quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec la finale de l'Open d'Australie que je venais d'aborder, quoi. J'étais dans un stress, mais dingue. Et là, j'étais incapable de bouger, j'étais incapable de respirer, j'étais incapable de taper dans une balle correctement, tellement j'étais tendu de cette première sélection, de jouer ce premier point qui compte pour l'équipe de France. C'était incroyable comme j'étais rattrapé par l'émotion. Et heureusement qu'on était sur un format justement en 5 manches, parce qu'après avoir perdu assez facilement les deux premières, justement avec un petit peu l'effort physique, la fatigue qui commence à s'accumuler un peu, parce que quand on est tendu, on se fatigue beaucoup plus. J'ai réussi à me détendre un petit peu à ce moment-là pour gagner finalement en 5-7. Donc c'était incroyable cette gestion, et on m'avait prévenu. Je me rappelle de mots de Guillaume Raoux avant le début du match, la manière dont j'avais été conditionné aussi par Guy. Mais Guillaume, il m'avait dit, écoute, pense à un truc. Il m'avait dit, Guillaume Raoux, qui était dans le staff, il m'avait dit, pense à respirer.
Bon, ben, sur le moment, je lui dis oui, ça va, ça va bien se passer. Je viens de jouer une finale de Grand Chelem et tout, mais ça a pris tout son sens. En fait, j'ai compris. Franchement, peut-être que s'il m'avait pas dit ces mots, bah, peut-être que le troisième set, je l'aurais enchaîné de la même manière, avec la même tension. J'ai pas réussi à respirer pendant 1 heure et demie, mais après, voilà, ça m'a aidé à. J'ai eu un déclic. Ces mots sont revenus à l'esprit et voilà, ça prendre un petit peu d'air, aérer un petit peu son sang, ça m'a aidé à jouer. T'étais mené 2-7-0? Ouais, c'est assez amusant en plus cette rencontre parce que donc c'est Sébastien, c'est les deux petits Français qui jouent les deux simples et Sébastien était aussi mené de 7-0 contre Olivier. Moi c'était contre Christophe ou Rocus, les deux frères Rocus. Je pense que c'est une rencontre de Coupe Davis où en tout cas la journée du vendredi, on est peut-être sur un record de taille. Ça c'est peut-être ça se vérifie, mais je pense qu'on est pas mal. Et donc tous les deux menaient de 7-0 et tous les deux on s'impose. Ouais, tous les deux on s'impose en 5-7. Je suis avec Christophe demain matin, je lui rappellerai ce bon souvenir. Et si tu devais résumer l'essence du coaching de Guy, ça raconterait quoi? Là, sur l'ensemble ouais, de ma dizaine d'années jouées, moi, il a été extraordinaire avec moi. Guy, j'aime bien, il a toujours été d'un apport incroyable. Il m'a cerné assez vite. Le courant est très bien passé entre nous. Et voilà, il me comprenait. Je pense il a retrouvé en moi beaucoup de lui, voilà, dans sa manière de voir le tennis, dans sa manière, pas de la manière de jouer, hein, mais dans sa manière d'aborder les choses, de s'entraîner, d'être exigeant. Et, euh, et du coup, il a réussi aussi à très bien appréhender mes défauts. Parce que peut-être qu'il avait, voilà, il pouvait en avoir certains. Il m'a très bien compris et que ça soit sur la gestion justement de la semaine qui précédait, les moments où la nervosité pouvait monter, ou sur les matchs, les moments où j'étais un petit peu plus dur à coacher, où j'écoutais peut-être un peu moins bien. Et à chaque fois, il a su trouver les mots. Et moi, j'ai eu des victoires, j'ai eu des défaites, mais ça s'est plutôt bien passé pour moi sur les rencontres de Coupe Davis, que ça soit en simple ou en double au niveau de mon bilan général. Et j'aurais pas ce bilan, je pense, sans l'aide qu'il a pu m'apporter. Est-ce que tu t'en es énormément inspiré pour ton capitanat? Ouais, beaucoup, 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 et humainement aussi, parce que voilà, Guy, c'est quelqu'un, bah, on est toujours très proche. Aujourd'hui, et il est vraiment inspirant. C'est un grand, c'est vraiment un grand qui donne tout ce qu'il a et qui apprend aussi de ses des erreurs qu'il a pu commettre, qui progresse en permanence, qui se remet en question en permanence. Et oui, bien sûr, quand on a eu un si grand capitaine pendant 10 ans, c'est extrêmement inspirant. Et même sur mon capitanat, j'étais toujours connecté avec Guy et parfois justement à l'appeler, à lui demander des conseils ou simplement juste à lui parler parce que ça me faisait du bien et lui juste à écouter parce que je savais que ce que je vivais quand c'était un petit peu moins facile, ben lui avait pu le vivre aussi et je savais qu'il me comprenait et je pouvais pas forcément parler de ça à énormément de personnes. Donc ouais, c'était voilà, mais encore voilà, c'est un voilà, c'est un ami aujourd'hui, même si on n'est pas de la même génération et on a énormément de points communs. Tu as des images qui te restent de la victoire en Australie sur la campagne de Coupe Davis 2001, sur le gazon Ah australien? bah oui, oui, j'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup, mais ça c'est très, ça c'est. Alors moi quand on me demande en fait mon meilleur souvenir de ma carrière, moi je mets toujours voilà la Coupe Davis Ok. à part, c'est la carrière individuelle et la Coupe Davis. Mais ce moment que j'ai vécu cette semaine, cette apothéose après cette balle de match de Scud, c'est peut-être voilà tout confondu un des plus grands moments de ma carrière, des émotions les plus fortes que j'ai pu vivre alors que j'étais pas sur le terrain quoi. Mais Ouais. c'est dur à décrire, c'est dur à comprendre quoi. Mais mais on a vécu une année ensemble, on a joué faut voir c'est tout le contexte quoi, c'est 4 rencontres jouées à l'extérieur. À chaque fois on va gagner toutes les rencontres à l'essai, on joue pas une rencontre en France et là on joue l'Australie
de Leighton Hewitt, numéro 1 mondial, de Patrick Rafter, numéro 6 mondial, de Todd Woodbridge, numéro 1 mondial. En décembre, bam, on repart à l'autre bout du monde, Rod Laver Arena, gazon, justement pour. Enfin, on sait que quand on arrive là-bas, je veux dire qu'il faut, enfin, il y a l'exploit en fait. Pour gagner, il faut faire un exploit. Donc, et puis on arrive, ça c'était assez amusant. Ça c'est aussi quelque chose. Ils ont fait quelques petites erreurs, les Australiens. C'est quelque chose qui avait aussi piqué notre orgueil. En fait, de l'affiche justement de la Coupe Davis là-bas, c'était justement des kangourous qui mettaient le pied justement sur la Coupe Davis, quoi. C'est la Coupe Davis, elle est à nous, elle va nous revenir, quoi. Ouais. C'était un peu arrogant comme affiche, assez rare en plus de dire ça de la part des Australiens qui sont extrêmement sportifs, extrêmement fair-play. Mais là, il a fait une petite touchette qui nous avait vraiment piqué aussi. Bon, ça c'est pas l'affiche qui a fait qu'on a gagné quand même, hein. Mais bon, donc la sélection arrive. Bon, la fin d'année c'était pas très bien passé. Sébastien de toute manière était absolument indiscutable. Il venait de gagner Bercy et de faire finale au Masters, perdant contre Leighton Hewitt en finale du Masters. Numéro 1 indiscutable, fabuleux. Scud avait fait quart à Wimbledon et avait battu justement Hewitt sur gazon déjà. Donc j'étais effondré, mais voilà, c'était logique et voilà, j'ai été au service après de toute manière du groupe et j'ai vécu voilà quasiment comme si j'avais été joueur de toute manière titulaire cette rencontre et ces émotions là. Donc ouais, un souvenir assez extraordinaire et des liens entre les joueurs, entre les membres du staff qui se sont créés pendant toute cette année et qui sont toujours très forts aujourd'hui. Qui avait joué le double? C'était Fabrice et Cédric. Ok. Est-ce que et là où Guy a réussi un coup de génie, hein, parce qu'on en a peu parlé de ce coup de génie de Guy, ça a été un petit peu évoqué, mais en fait, Fabrice et Cédric, à l'époque, ils peuvent pas se voir, ils peuvent pas se voir. Et Guy, dans sa tête, il se dit, bon, ma meilleure équipe de double, franchement, c'est Santoro, Pioline. Mais comment réussir à les faire jouer ensemble, quoi? Ouais. Et je sais pas comment il a réussi, parce que ça, c'est des discussions qu'il a eues avec Cédric, des discussions qu'il a eues avec Fabrice, des discussions qu'il a eues avec Cédric et Fabrice, mais il a réussi. Et voilà, ils ont réussi une immense performance ce jour-là. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on gagne. C'est pour ça qu'on la gagne, parce que Hewitt, il était indouchable. Il était indouchable contre Sébastien le dernier jour. Donc ce double, fallait absolument le gagner. Et voilà, ce double, il a été gagné grâce voilà à cette vision et à cette fallait être culotté quoi pour penser que ils allaient se rabibocher. Mais ça a été fait. Ouais. Incroyable. Est-ce que ça a été la plus grosse fiesta que tu aies faite sur le circuit après ça? Ouais, de ma vie, je pense. Ah ouais. C'est de ma vie. Mais non, mais en fait, c'est fabuleux parce que on sait même pas comment ça va se passer. Bon, on est en Australie, on va sortir. Ouais, on est les joueurs, le staff, on est un certain nombre, mais on va dans une boîte de nuit et on va être accueillis comment? À faire la fête, à faire sauter les bouchons par les Australiens qui forcément à Melbourne, ils vont être déçus. Et en fait, pas du tout. En fait, ça a été accueilli de manière vraiment. Les Français ont fait l'exploit chez nous, incroyable ce qu'ils ont réalisé, et ils voyaient notre joie et on a partagé ça avec tout le monde, quoi. Les Australiens étaient fabuleux avec nous pendant toute cette soirée. Ils venaient nous féliciter, on buvait des verres avec eux. Et non, c'était fabuleux. Et puis voilà, les heures passées, puis il n'y avait pas de fatigue. C'était voilà une communion entre nous tous et souvenir fabuleux. Yeah. Merci de le faire vivre avec autant d'intensité, en tout cas, c'est chouette. À Roland, quel a été, parce que j'imagine que c'est quand même le temple en termes de frissons et d'émotions pour un joueur français. Quel a été ton plus gros à toi là-bas? Mon plus gros quoi, pardon? Plus gros frisson, plus grosse ambiance pendant un match à Roland?
Alors attention parce que l'année d'après, on joue une demi-finale de la Coupe Davis à Roland-Garros. contre Donc les ça, États-Unis. c'était un moment qui était très fort en émotion, mais c'était pas le tournoi de Roland-Garros. Ouais. Mais non, alors Roland-Garros, j'ai vécu beaucoup de beaux moments, mais j'ai vécu beaucoup de moments frustrants avec mais il y a un match en 99, il y a ce match contre Agassi quand même. Enfin, là, je dors pas de la nuit parce que là, je sais pas ce que c'est de jouer contre André Agassi sur le central de Roland Garros, quoi. Et là, j'ai vraiment du mal à imaginer comment ça va se passer. Je suis tendu tellement, j'arrive pas à dormir. Là, c'est vraiment à cause du match. Et bon, finalement, ça se passe plutôt pas mal. Et puis, je passe à 2 points du match. Et là, il y avait une ambiance qui était extraordinaire, franchement. Et voilà, un peu une ambiance comme j'ai pu vivre quelques années après en Coupe Davis. Et j'ai Ouais. un autre moment, c'est aussi une défaite. C'est contre Correggia au 3e tour. Et ça doit être en 2002 peut-être, je sais pas, je me plus les. Non, c'est peut-être un peu plus tard d'ailleurs. C'est l'époque où il y avait les cassettes de Roland Garros. Non, 2002. Ouais, non, c'est 2002, 2002. Et en fait, tendu, je passe complètement sur le central à côté de mon match et je suis mené 6-1, 5-0, puis je fais 2 jeux, et puis ça fait 6-1, 6-2, mais je passe complètement à côté de ma partie et puis je suis soutenu, le public m'aide, et puis je rentre dans ma partie, puis je gagne le troisième, puis je gagne le quatrième, et puis j'ai balle de match. Et puis j'ai balle de match dans la 5e manche. Et puis je monte au filet après une bonne attaque et là j'ai une volée hyper facile en fait, une volée haute. Et puis très bêtement, très naïvement en fait, je joue dans le contre-pied, ce qu'on fait pas à 5-4 au 5e, on joue pas dans le contre-pied. Le joueur il est fatigué, on joue dans l'ouverture et je joue dans le contre-pied et Bartoradja il est resté là et finalement il lobe et puis l'échange continue et je perds cette balle de match et je perds le match. Et là c'est une émotion qui était énorme pendant toute cette partie tellement j'avais été soutenu et j'étais effondré parce que j'avais perdu mon match, effondré parce que je voulais aussi offrir cette victoire au public parce que ce public en fait j'aurais perdu en 3-7 ou en 4-7 si jamais il n'avait pas été là à me soutenir et méritait vraiment que j'offre cette victoire à tous ces gens qui m'avaient soutenu et j'ai pas réussi à le faire et j'aurais dû le faire ce jour-là et c'est quelque chose que j'ai très très mal vécu pendant un petit moment pour moi c'est pas très long hein. J'ai arrivé à tourner la page assez vite mais pendant en tout cas pendant quelques jours j'ai très mal vécu beaucoup de mal à le digérer. Ouais. Ouais, je te disais, c'était l'époque où il y avait les cassettes de Roland Garros avec la voix de Lionel Chamoulot derrière. Et, euh, Oui. et à chaque fois que je remettais à la cassette, j'espérais que cette putain de volée, tu la mettes pas en contre-pied, mais dans l'ouverture. Mais c'est comme à la fin, Je suis vraiment une les deux, DiCaprio meurt et c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux. et voilà. Et titre en double à Wimbledon, ton premier grand chelem en double, Mon comment, seul. oui, ton seul, comment tu l'as vécu? Et dis-nous un peu cette association avec Mika, ce mélange entre la folie de Mika et ton côté peut-être un peu plus cadré. Comment ça se fait que ça a été aussi fructueux? Ouais, on était très complémentaires et puis voilà, il y a une vraie complicité entre nous aussi en dehors du cours. Mais moi, c'est marrant parce que j'ai commencé à jouer le double en fait. J'ambitionnais pas du tout euh, d'aller chercher des gros titres en double. Jouer le double pour moi au début, c'était vraiment progresser euh, au service, progresser en retour, au jeu vers l'avant, à la volée pour justement être meilleur en simple. C'est vraiment dans cette optique-là que je me suis mis à jouer le double. Et puis j'ai pris goût et puis ça s'est plutôt pas mal passé. Et puis j'ai eu plein de partenaires et souvent des copains, hein, quasiment tout le temps d'ailleurs des copains. Et content d'avoir gagné des titres avec Seb, avec Scud et avec Nicoma a eu un titre, avec Julien Beneteau un titre. Donc très sympa. Et puis c'est vrai que Mika c'est un joueur énorme hein, en double. Et puis c'est facile de jouer avec lui. Hein. C'est très facile de jouer avec lui et tellement 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 fort dans de nombreux domaines. Et puis voilà, moi je lui ai amené voilà un petit peu de régularité, une certaine maîtrise au retour. Et puis voilà, moi il fallait que je sois solide. Et puis souvent c'était Mika qui réussissait à faire la différence. Et
Et après, ouais. Et donc, ce Wimbledon est arrivé. Et bon, là, c'est un moment où, par contre, c'est un petit peu différent. Quand on s'alignait, on savait qu'on était fort, qu'on faisait partie des meilleures équipes et qu'on pouvait aller chercher un titre en Grand Chelem. Ouais. Après, on jouait tous les deux en simple aussi, donc c'était pas forcément très simple, notamment à Wimbledon où les matchs de double se jouaient aussi au meilleur des 5 manches. Se joue au meilleur des 5 manches toujours. Et après voilà, ça s'est plutôt bien goupillé. On a été éliminés assez rapidement tous les deux en simple. Donc voilà, on s'est concentré exclusivement sur le double et on allait chercher ce titre. Ça coïncidait un petit peu au début de la passion de Mika pour le vin. Okay. Et donc on se disait bon ben allez après chaque victoire on va aller. Il avait repéré justement un magasin où il vendait du bon vin. Et après chaque victoire on allait acheter une bonne bouteille qu'on partageait. Donc c'est voilà, c'est ça, on se souvient. Et puis on a une photo le matin justement où on libère la maison. On a notre avion qui est réservé pour le soir. Et on s'est fait une photo avec toutes les bouteilles qu'on avait bu pendant la quinzaine. Il y en avait pas mal, peut-être un peu plus qu'une par match gagné. Et puis voilà, on a la femme de Mika, Camille, elle nous a fait encadrer justement cette photo. On a tous les deux la même photo. Et donc elle est chez moi et lui donc c'est un grand moment qu'on a vécu ensemble. Wimbledon, c'est quand même c'est quand même particulier. Et il y avait du retard en fait, et on s'est dit bon, notre match est reprogrammé et il est reprogrammé quasiment à la même heure que la finale homme. Ouais. Et sur le cours numéro 1. Et bon, on s'est dit ok, on a vu comment ça se passait un petit peu sur les grands chelems, sur les autres grands chelems, pas forcément du monde quoi. Là, il nous programme sur le 1, on s'est dit bon il va y avoir personne, c'est en même temps que la finale homme. Nadal Federer, qu'est-ce que tu veux qui est bon. Et puis on rentre sur le court, le terrain est plein, une vraie ambiance. On joue contre les frères Bryan, donc c'était vraiment un vrai match d'intensité. Alors oui, c'est une finale de Grand Chelem, mais il y a tout. Il y a tous les ingrédients aussi. Les numéros 1 mondiaux, une des plus grandes équipes de tous les temps, un grand court, un gazon magnifique. Voilà, et puis on gagne. Donc, moment très très fort pour nous deux. Vous gagnez en combien? On gagne en 4-7. Propre. Et le soir, ouais. la Champions Party, elle ressemble à quoi? Non, parce qu'en fait, on n'a pas fait la Champions Party. On n'était pas trop dans ce truc à l'époque et on est parti en fait tout de suite. Et moi, j'avais hâte. C'était de rentrer et puis de retrouver aussi ma famille, mes potes pour pouvoir partager ça avec eux plutôt que de rester là-bas et vivre ce moment. C'est vrai que ça a été une erreur, je pense. On aurait dû rester, mais ouais, on n'était pas, on n'avait pas pensé à ça en fait. À ce moment après, et donc du coup on est parti tout de suite après. Le match contre Santoro de 6h33, tu le digères assez rapidement ou c'est un gros coup dur? Non, mais j'ai toujours pas digéré. Non, c'est un gros coup dur. Il y a un peu de tension entre Fabrice et moi à cette époque. On est très copains aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Hein. Mais à ce moment-là, il y a un petit accrochage. Bon, il n'est pas bien méchant, mais il y a un peu de tension. Et ce match, ça se sent de toute manière. On est tous les deux très tendus. C'est le premier tour de Roland. Le match est très long. On se neutralise. C'est pas forcément du beau tennis, mais personne ne veut lâcher. En tout cas, la tactique qu'il a décidé de mettre en place. Donc, neutralisation totale un petit peu des deux côtés et peut-être pas assez de puissance des deux côtés aussi pour pouvoir déborder les jambes de l'autre, quoi. Donc voilà, ça dure. C'est vraiment un combat entre deux volontés, quoi, ce match-là. Après, je trouve, moi, alors bien sûr, c'était le match le plus long pendant quelques années, mais un peu plus anecdotique parce que on n'a pas joué 6h30 d'affilée non plus, hein. On a joué 4h30 et on est revenu le lendemain pour 2 heures. Donc, un match de 6h30 en un seul morceau, c'est quand même pas la même histoire à digérer. Mais ce qui est particulier, par contre, c'est revenir, être interrompu à 5 partout au 5e et se dire qu'on va encore jouer 2 heures. Ça, c'est quand même particulier. Et j'ai eu balle de match et j'ai perdu. Donc, j'ai perdu beaucoup de matchs en 5-7 à Roland avec
avec des balles de match en fait. Mais celui-là, je peux pas vous dire que je l'ai digéré rapidement. Non. J'ai eu les boules. Euh, Après, ta carrière a été marquée par pas mal de petits pépins physiques, enfin pas trop gros à chaque fois, mais tu en as eu quelques-uns. Tu as eu ce truc au coude, au bras, tu avais un, je sais pas, un truc qui te serrait un peu le bras là, parce que Oui, oui. et ta carrière était un peu en dents de scie. T'es sorti du top 100 aussi. T'es retourné faire quelques qualifs, même de challenger. Je crois que tu as eu le surnom de qualificator parce que tu sortais de toutes les Ouais. et bah, t'es retourné un peu au combat, quoi. Comment t'as vécu Ouais, ça? alors à ce moment-là, je suis descendu plusieurs fois, mais la première fois que je suis descendu, j'ai surtout fait des qualifs de Grand Prix. Je suis très peu passé par la case Challenger et c'est vrai que je me qualifie quasiment à chaque fois que je passais. Ouais, j'ai eu. Alors oui, c'est franchement quand j'étais descendu un petit peu au classement, c'était pas à cause de pépins physiques, hein, c'était aussi parce que voilà, j'étais un peu plus irrégulier et ouais, un peu pas toujours très très bien géré, toutes mes saisons non plus. Mon programme, les moments où ça se passait moins bien, pas très bien géré aussi peut-être, des moments où ça se passait bien, voilà bon. Mais c'est des erreurs qu'on peut faire dans une carrière. Après moi, j'avais pas forcément des grands coups qui me permettaient d'être toujours à mon top. Moi, il fallait toujours que physiquement je sois au top, que mes coups soient bien réglés, que tout se passe bien quoi. Et là, j'étais performant. Si j'avais quelque chose à un moment donné qui était moins bien et un coup faible, que ce soit physique ou dans mon jeu, bah là tout de suite mon niveau, il dégringolait assez rapidement. Ouais. Donc ouais, ben voilà, voilà, je suis passé, puis je ressortais plus fort, je trouvais de rebondir, et de réussir à revenir après dans les 50 meilleurs jours du monde, ça arrivait, oui, c'est arrivé une ou deux fois en effet. J'ai fait un épisode avec Guillaume Père qui a coaché Marcos Bagdatis qui me disait à un moment donné, Marcos, voilà, il était 30e et il savait que c'était son métier, il faisait le taf, il n'avait pas forcément envie de faire l'effort nécessaire pour vraiment avoir les résultats en conséquence. Est-ce que toi, à un moment, tu as raisonné pareil en te disant, voilà, c'est mon métier, maintenant je fais aussi un peu le taf? Euh, non, jamais, vraiment jamais. Alors il y a parfois, moi j'ai toujours pris beaucoup de plaisir, comme je disais tout à l'heure, dans l'effort, dans l'entraînement. Alors après, ouais, parfois c'est arrivé, des séances qu'il faut faire, aller faire ses abdos, aller finir son entraînement quand on est crevé par une demi-heure de service. Ouais, là c'était le moment où je dis bon allez, faut être pro, faut faire on sait pourquoi on le fait, mais là il y avait voilà, un peu moins de plaisir. Mais dans 85-90% du temps, même sur la fin de ma carrière, c'était du plaisir de faire ces efforts-là, donc qui n'étaient pas vraiment des efforts du coup. Donc non, j'ai pas eu de moment comme ça. J'ai peut-être pas le luxe, le talent en tout cas de pouvoir être 30e mondial et de me reposer en restant 30e mondial. Non, moi c'était pas mon cas. Est-ce que tu as des anecdotes sympas avec Roger, Rafa et Djoko en dehors du terrain qui humanisent un peu ces monstres? Non, moi, il y a Rafa. Moi, ce que je trouve extraordinaire chez lui, il devient le Rafa qu'il est. Puis c'est toujours été un joueur et puis avec son entourage extrêmement poli, toujours qui vient dire bonjour, qui vient serrer la main. Et puis bon, et puis il vient Rafa, il gagne des grands chelems, il gagne des tournois toutes les semaines, des Master 1000 tout le temps. Et puis bon, et là on est sur un, je ne sais plus où c'était le lendemain d'une de ces grandes victoires, je le vois dans le lobby de l'hôtel sur le tournoi d'après où il venait d'arriver tout de suite, c'était sur la tournée sur terre où il venait d'enchaîner Master 1000, il venait de gagner et puis moi voilà, il me voit, le regard se croise et je lui fais un petit geste pour le saluer. Puis là en fait, il traverse tout le lobby en fait pour venir me serrer la main alors on se respecte, mais on n'est pas, je peux pas dire qu'on soit proche ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est Nadal, c'est comme ça, c'est la simplicité, voilà, c'est toujours on dit bonjour, quel que soit le moment, que ce soit un moment facile,
moment exceptionnel dans sa carrière ou qu'il ait été sollicité des dizaines d'heures par tous les médias du monde juste avant, ben ça va rien changer en fait. Son attitude a toujours été la même. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire parce que je me disais, mais franchement, toi Arnaud, bon, je pense que tu es quelqu'un de plutôt sain, mais si jamais, d'accord, tu vivais la même chose que ce qu'il vit lui, est-ce que toi, tu aurais traversé le lobby ou est-ce que simplement tu te serais contenté de faire un petit geste de la main ou un petit geste de la tête? Je connais, je crois la réponse. Raphaël Nadal est extraordinaire, il est voilà, exceptionnel de simplicité. Si, bah Roger aussi, c'est quelqu'un de super et c'est marrant parce que bon, ça c'est un petit peu maintenant, mais c'est un mec qui c'est toujours l'idiot, l'imbécile, et c'est sans doute toujours le cas aujourd'hui, j'en suis persuadé, dans les vestiaires des tournois, un vrai gamin, quoi, un vrai gamin, et puis après d'un coup, tac, transformation, et on le voit arriver sur le court 3 minutes après. Et c'est aussi quelque chose qui m'a toujours beaucoup amusé. J'ai peut-être un peu moins d'anecdotes avec Djokovic, parce que je crois que non, je sais pas que je crois, je suis sa première victoire sur le circuit. Ok. Je Voilà, quand il avait 17 ans. On a 10 ans d'écart. crois que tu as été une ou deux fois prix Citron à Roland, qui est pas forcément le. Jamais. Non? Ah, je croyais. Par contre, j'ai été prix orange. Et prix Orange, c'est quoi? Prix orange, c'est l'inverse. Ah, excuse-moi. My bad. Ah oui, oui, oui. C'est énorme boulette, énorme boulette. J'ai jamais été prix citron. Ah, d'accord. Bah, my bad. Je t'ai eu, hein. Ah, Tu t'attendais pas à ça, hein. tu m'as mouché même. Comment est-ce que du coup tu as pris la décision d'arrêter ta carrière? Est-ce que ça a été très compliqué ou comment ça s'est passé? J'ai eu de la chance, ça a été assez simple. Ça a été assez simple parce que c'était le moment, en fait, pour moi. C'était arrivé. J'étais descendu. Il y a eu la finale de Coupe Davis à Belgrade. Où j'étais là, mais j'étais là parce qu'il y avait des joueurs qui étaient blessés et que voilà, j'ai remplacé. Il y avait Julien Beneteau, Joe Tsonga qui sont blessés sur la deuxième partie de l'année, donc je les ai remplacés en demi. Ils étaient toujours pas aptes à jouer pour la finale. Ça c'était bien passé en demi, donc j'ai été sélectionné de nouveau pour le double aux côtés de Mika. Et puis suite à, à cette finale à Belgrade, puis il y a eu 2011-2012 où voilà, j'étais plus dans les 100 meilleurs joueurs du monde, mais je prenais toujours beaucoup de plaisir à jouer. Physiquement, par contre, ça devenait un peu plus dur. En fait, voilà, ça allait, mais je pouvais plus m'entraîner comme je m'entraînais avant. Et ne pouvant plus m'entraîner autant, je devenais de moins en moins performant. Et je m'en rendais compte. Alors, je faisais des qualifs, quelques grands prix où je pouvais avoir des wildcards. Je faisais des challengers un petit peu que je sélectionnais dans les endroits sympas, en France surtout, et quelques-uns à l'étranger. Mais voilà, je savais que ce moment arrivait. Et voilà, 120e, 130e, 150e mondial. Et jusqu'au bout, encore une fois, je me suis vraiment régalé. Et je regrette pas d'avoir joué cette dernière année et demie. Mais ça s'est fait assez naturellement. Et puis après, il y a eu justement cette transition qui allait se produire justement avec le capitanat de l'équipe de France. Et puis mon nom était cité. Et puis de plus en plus. Et voilà, je savais que quasiment de manière certaine que ça allait être moi. Donc voilà, la décision a été assez facile à prendre parce que j'avais un challenge aussi tellement excitant pour enchaîner que je me suis que le moment a été encore plus facile peut-être à choisir et donc voilà, ça s'est fait vraiment de manière voilà, encore une fois, je vais le redire, mais encore une fois, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai choisi vraiment mon moment et beaucoup de joueurs en fait arrêtent parfois pour des blessures ou autre raison, mais souvent des blessures. Moi non, j'ai eu l'opportunité de choisir le moment et la manière dont je voulais arrêter. Pourquoi tu penses on est venu te chercher pour la Coupe Davis? Qu'est-ce qu'on reconnaissait chez toi vraiment comme qualité pour être sélectionneur de l'équipe de France? Non, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Je pense qu'il y a mon passé de joueur de Coupe Davis, l'entente que je pouvais aussi avoir avec les joueurs, la compréhension de cette épreuve. Voilà, mais beaucoup d'éléments. Après, il y avait d'autres candidats. Enfin,
difficile toujours de dire pourquoi. C'est plus une question pour ceux qui à l'époque pensaient que c'était bien que ça soit moi. Mais mais voilà, en tout cas, ça s'est fait. Et puis assez rapidement. Et puis j'ai eu quelques mois en plus pour m'y préparer. J'ai quasiment nommé en milieu d'année, juste après la fin de ma carrière. Donc voilà, la transition s'est faite de manière immédiate. Ok. Tu as gagné pendant ta carrière 7 125 228 $. Quel regard tu portes sur ce montant? Ouais, enfin, c'est incroyable, hein. C'est incroyable par rapport au milieu dans lequel voilà, je viens. Je suis pas encore une fois, je suis pas d'un milieu pauvre, mais pas non plus d'un milieu extrêmement aisé. Donc c'est une somme énorme. C'est énorme, surtout que bon, même si aujourd'hui les joueurs gagnent beaucoup plus qu'à l'époque, à moi, à mon époque, on gagnait tellement plus que la génération d'avant. Donc voilà, l'évolution continue, mais c'est en fait, je me dis, je sais que je l'ai pas volé, hein, cet argent, bien sûr, je l'ai gagné sur les cours, mais la chance, enfin cette chance, enfin, je la mesure encore aujourd'hui. J'ai arrêté ma carrière il y a 8 ans, et je me dis toujours ça. Je me dis mais quelle chance j'ai eu dans ma vie de pouvoir vivre et tellement bien vivre, mais pas d'un métier, de ma passion. C'est fantastique, quoi. Enfin, moi, j'ai touché mes premières raquettes à l'âge de 7 ans. Ça m'a passionné, mais tout de suite. Aujourd'hui encore, moi, je sors dès qu'on va être déconfiné, c'est une des premières choses que j'irai faire. Après, aller avoir mes parents et bien sûr mes proches, c'est aller jouer au tennis, quoi. Et ça m'a permis de vivre, de très bien vivre. Ça m'a permis de mettre de l'argent de côté, de faire des choses qui me plaisent aujourd'hui, voilà, d'acquérir une certaine notoriété qui me permet aujourd'hui d'être consultant. J'ai pu monter un tournoi de challenger dans ma ville, dans mon club de tennis où j'ai commencé à jouer. Donc voilà, ça continue en fait aujourd'hui. Mais alors cette somme, ouais, bon, c'est un chiffre qui est monumental. Après, juste, bon, c'est pas ce qui reste à la fin, hein. Ouais, ouais. Juste une petite parenthèse. Il reste pas 7 millions de dollars sur mon compte, hein, à la fin, parce qu'il y a énormément de frais, de taxes, d'impôts, et qu'il faut retirer tout ça. On peut diviser la somme par deux, même si ça reste une somme très importante, on peut bien la diviser par deux. Mais voilà, voilà, je me répète, mais je mesure, voilà, tous les jours de ma vie, aujourd'hui encore, la chance que j'ai eue et la chance que j'ai. Une saison te coûtait combien en moyenne? Ah, je sais pas, je sais pas. J'ai pas jamais fait vraiment ce genre de calcul. Certains l'ont fait, mais je peux pas. Je peux pas te Joe, dire. Joe, ce matin, me disait que sa cellule d'entraînement lui coûte entre 700 et 800 000 € par an. Oui, alors moi non, c'était quand même moins. Il a beaucoup de monde autour de lui. Même les cellules à l'époque, c'était quand même beaucoup moins. Il y avait beaucoup moins de staff. Aujourd'hui, c'est vrai que les staffs se sont vraiment étoffés. Ouais. Il y a plus d'argent aujourd'hui, c'est plus facile d'étoffer les staffs aussi, hein. Mais moi, j'étais souvent, la majorité du temps, simplement avec un entraîneur qui était avec moi. Tu parlais de Rafter qui avait un minimum garanti de 100 000 $ pour Lyon, qu'il avait d'ailleurs rendu. Est-ce que toi aussi, tu avais des minimums garantis sur les tournois? Ça, oui, ça pouvait arriver. Ouais, ouais, ça pouvait arriver. Jamais eu ce genre de somme. Mais oui, sur des tournois, bon, la plupart du temps en France, ça pouvait m'arriver d'avoir ouais, quelques dizaines de milliers d'euros à l'époque où j'étais au plus fort pour venir sur le tournoi. Mhm. Et c'est toi qui négociais direct ou tu avais un agent qui se débrouillait pour ça? Non, j'avais un agent qui s'occupait de ça. Ouais. Et à l'étranger, pas forcément. Je sais pas si ça arrivait à l'étranger. Peut-être, ou pas souvent en tout cas. Mais après, c'était vraiment, voilà, moi j'ai fini deux années d'affilée dans les 20 meilleurs joueurs du monde. C'est un peu à cette période que éventuellement on pouvait toucher des garanties pour un joueur voilà, de ma catégorie. Après, là les énormes différences pour les garanties, c'est quand voilà, on est dans les 10 premiers là, on rentre dans une sphère qui n'est plus du tout la même. Ok. Il y a une période où tu as joué de la main gauche parce que tu étais blessé. Tu jouais combien de la main gauche? Je 15-5, je pense, à peu près.
Ah, c'est propre quand même. Hein. C'est pas mal, hein? 15,5. Ouais. Au- Aujourd'hui, tu avais fait un tournoi d'ailleurs, non? Ouais, alors en fait, c'est une des plus grosses blessures que j'ai eues. J'ai eu un petit arrachement osseux au poignet droit. Et donc, j'avais une attelle pendant 6 semaines et j'ai été éloigné un petit peu des cours. On arrivait sur la période hivernale et j'en avais un petit peu marre de faire un petit peu que du physique. Le cours, le terrain de tennis me manquait. Et en fait, j'étais avec Paul Quétin, préparateur physique de la fédération, toujours aujourd'hui, un homme de grande qualité. Et je lui dis, Paul, tu ferais pas un peu d'intermittent sur le terrain, là, pour changer? Et puis, bon, il a trouvé ça amusant. Il m'a organisé des séances, justement, d'intermittent dur et où j'ai pris une raquette dans la main gauche, mais bon, c'était juste pour toucher la balle. Puis en coup droit, c'était pas mal. Après, j'étais obligé de faire revers à une main, hein, parce qu'avec un poignet dans le sac, je pouvais pas tenir ma raquette de toute manière. Et puis, je me suis pris un petit peu au jeu, ça m'a amusé. On a fait pas mal de séances comme ça. Et puis, je me suis retrouvé en début d'année. Je me suis dit, pourquoi je n'irais pas faire un tournoi? De toute manière, je peux toujours pas le jouer. Et puis, j'ai un tournoi pas très loin de chez moi, un tournoi que je jouais quand j'étais plus jeune, un tournoi à Gap. Et donc, je me suis inscrit. J'ai demandé, enfin, avant de m'inscrire, j'ai demandé à la fédération, j'ai appelé pour qu'ils me fassent une autre licence parce que je pouvais pas m'aligner en tant que, je sais pas, numéro 3 ou numéro 4 français. C'est pas possible. Donc ils m'ont dit, bon, tu joues combien à peu près? Bon, je dis, bah, je joue 15,5. Donc, j'avais une licence, j'étais 30. Et donc, j'ai gagné 2 matchs. Et puis après, par contre, le problème, c'est que je commençais à avoir mal au bras gauche. Et donc, je me dis, ça serait quand même bête de se faire une tendinite au bras gauche et de pouvoir rejouer de la main droite et de pas pouvoir aller sur le circuit. Donc, j'ai arrêté le tournoi à ce moment-là. Si Marin te disait qu'il voulait être, donc ton fils te disait qu'il voulait être professionnel de tennis, tu lui répondrais quoi? Ah bah, je dirais fonce. Je lui expliquerai. J'essaie de lui expliquer au mieux ce que je sais, de lui dire à quel point ce que j'ai vécu était fabuleux, d'essayer de pas tomber dans certains pièges et puis et d'essayer de tenter sa chance à fond. J'essaierai de l'aider au maximum pour ça, tout en restant lucide et tout en étant conscient de toutes les difficultés, que c'est pas évident, que peu réussissent, mais euh, mais je considère que la réussite, moi, dans ce qu'on entreprend, un peu dans tout ce qu'on fait, mais moi, je vais rester simplement dans le sport. C'est la réussite, c'est quand on a envie d'y aller vraiment, de se lancer à fond, c'est de réussir à exploiter au maximum son potentiel et voilà, le potentiel de chacun, bah, c'est pas le même. Tout le monde peut pas être Federer, Nadal ou Djokovic. Tout le monde peut pas être numéro 1 mondial, mais tout le monde peut à un moment donné justement voilà un plafond et faut essayer de l'atteindre. Et puis quand on pense l'avoir atteint, ben on peut essayer de le repousser un petit peu peut-être encore, parce qu'en fait les limites, on sait jamais exactement où elles se situent. Mais c'est ça que voilà que d'ailleurs moi c'est une des choses dont je suis le plus fier dans ma carrière, c'est me dire ben j'aurais franchement j'aurais pas vraiment pu faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait quoi, tu vois. Et c'est ça en fait, quelle que soit la chose qu'on entreprend, et c'est ce que j'essaierai d'expliquer à mon fils s'il veut faire ça. Et puis même dans quel que soit justement ce qu'il a envie d'entreprendre, c'est bah, fais ton max si c'est ce que tu veux faire et puis tu verras jusqu'où tu peux arriver, mais en tout cas ne te mets aucune limite. Yes, c'est bon ça. Est-ce que tu as des projets de coaching ou tu es directeur de tournoi aujourd'hui, tu es consultant, mais est-ce que tu as d'autres projets à côté de ça? Écoute, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais j'ai un problème avec le coaching, c'est que j'adorerais en fait. Je crois vraiment avoir un projet sympa, entraîner, apporter. Ce côté transmission m'a peut-être un petit peu manqué, même sous mon capitanat. Je pensais qu'il y allait avoir un peu plus de choses que je pouvais apporter. Donc c'est quelque chose vraiment peut-être qui me manque un peu aujourd'hui, ce côté transmission. Donc c'est quelque chose que j'aimerais faire, que j'ai fait très rarement et ou de manière très courte, sur très courte période. Après le problème avec le coaching, c'est les déplacements et cette vie justement de nomade que je serais, je pense, plus capable d'avoir de toute manière aujourd'hui.
Donc ça serait, voilà, en tout cas pas un coaching, pas un coaching à plein temps avec un joueur à 100% sur le circuit. Ça, je pense que je pourrais pas le faire. Ok. Pour terminer l'interview, Arnaud, j'ai 2-3 questions de fin qui sont communes à toutes les autres interviews. Quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie? Bah, c'est mon fils, sans sans l'ombre d'un doute. C'est voilà, c'est la naissance, sans doute la naissance de mon fils, mais même le quotidien avec mon fils aujourd'hui, c'est la chose la plus extraordinaire qui me soit arrivée. Génial. Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie? Je suis pas un grand lecteur, donc je vais répondre non. Un film référence? Ah, Fabuleux destin d'Amélie Poulain. Très bien. Tu es le premier, Arnaud, qui me sort un seul film. Quand je demande un film de référence, tout le monde part dans des ah ouais, j'adore celui-là, et puis il y a celui-ci. Machin. Ça, c'est clair. Non, bah, c'est très clair. Le concert le plus ouf auquel tu es assisté? Ah, écoute, c'est des réponses rapides. Regarde, imagine, on est en 97. Je suis fan de Céline Dion depuis 95, depuis l'album 2 de Jean-Jacques Goldman. Et puis, on est dans un petit hôtel avec Sébastien Grosjean et Bernard Fritz. Et puis là, on sort justement, et puis on voit en face de nous, on sort du métro Earl's Court avec une énorme affiche de Céline Dion. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des places qu'on a achetées au marché noir, d'accord? Et puis tous les trois, il y avait Olivier Mutis avec nous également. On allait au concert de Céline Dion. Fabuleux. Donc voilà, c'est un concert qui me sort comme ça, parce que je vais pas te sortir tout le monde va penser que je fais ça, sinon pour faire sa promo. Si je te dis les concerts de ma compagne, parce que les concerts de ma compagne sont aussi exceptionnels, Ah, c'est bien bon. sûr. Et la mute, il a dansé un peu sur Céline ou pas? Hein? Non, la musique, il est parti avant la fin. Je crois que je suis le seul. Non, je crois qu'on est resté avec Bernard tous les deux et Sébastien et Mouti, ils sont partis avant. Ah, les narvalos. C'est énorme. Quelle a été la plus grosse période de doute de ta vie, Arnaud? De doute. Ouais, bah, de doute. Ouais, il y a dû en avoir. Je sais pas. Ouais. Ouais, j'ai rien qui me vient. J'en ai eu, mais j'en ai pas une qui, pendant ma carrière, j'ai eu des moments compliqués, des mois où je me cherchais. Bien sûr, ça arrivait plusieurs fois, mais j'en ai pas une en particulier qui ressort plus qu'une autre. Ok. Qu'est-ce que le Arnaud d'aujourd'hui? Quels seraient les mots du Arnaud aujourd'hui, du Arnaud qui avait 20 ans, pour le guider un peu et, euh, et lui dire qu'il est sur la bonne voie, même avant le Arnaud de 17 ans, on va dire. Je sais pas ce que je me dirais parce que j'ai eu encore une fois dans cette période et je pense tout le long de ma carrière la chance d'avoir des bonnes personnes autour de moi qui m'ont toujours dit les bons mots et qui m'ont toujours aidé, qui m'ont toujours énormément apporté. Je parle pas simplement de ma proche famille, mais aussi des entraîneurs que j'ai pu avoir et je pense que ils ont tous été fabuleux et tous été peut-être pris au moment où j'en avais besoin, quoi. Donc, ouais, j'ai eu cette chance-là. Alors, je sais pas ce que je pourrais me dire, franchement, moi, de plus que ce qui m'a été dit voilà, à cette période. Ok. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien? Ouais, il y en a plein que j'aime bien, mais je dirais rien parce que c'est parce que je trouve les citations parfois qui sont très connues, qui sont inspirantes, on les a tellement entendues qu'elles représentent quelque chose pour nous, mais de les dire à un moment donné, ouais, ça parle moins aux gens et sur des mots, c'est souvent des mots simples qui sont les plus puissants, en tout cas pour moi, en tout cas qui m'ont le plus touché. Ok. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast avec qui on pourrait parler tennis?
et que tu pourrais éventuellement nous aider à avoir? Écoute, je pourrais recommander plein de gens. Après, c'est à vous de vous débrouiller hein, pour les choper, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont occupés, qui font plein de choses, qui sont dans différents pays. Et puis je sais même pas qui vous avez déjà eu sur le podcast. Donc, La mute, tu peux nous aider avec la mute? oh la muse, inspiration. Qu'est-ce que je vous dis Scudé, mon Scud, mon Di Pasquale, mon Dip, mon capitaine Guy Forget. Enfin, je peux vous en citer. Voilà des gens qui sont depuis longtemps et qui sont toujours proches de moi. Seb, bien sûr. Ces gens qui sont passionnants, qui ont plein de choses à dire, plein de choses à raconter et qui sont voilà humainement au-delà humainement des belles personnes, qui sont des gens qui ont vécu des choses, qui sont allés chercher des choses au fond d'eux, qui sont exceptionnels et qui ont beaucoup à donner et qui donnent d'ailleurs beaucoup autour d'eux, même si c'est pas ceux chez qui ça se voit le plus. Ouais. Non, mais évidemment, faut aller les chercher. Mais si tu peux faire le lien, c'est toujours plus pratique pour nous, tu vois. Maintenant que tu sais à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus dingue, Arnaud, pour terminer? De plus dingue? Non, mais rien de dingue, simplement voilà. Non, enfin, on peut rien me. Moi, je vis. J'ai une chance incroyable depuis de nombreuses années, donc j'ai pas le droit de demander autre chose de plus que ce que j'ai déjà aujourd'hui, qui est déjà exceptionnel. Tu cours le marathon en combien de temps? Je sais pas, j'ai pas fait ça. J'ai jamais fait. Et triathlon, tu fais quelle distance? Triathlon, je fais souvent, j'essaye d'en faire. Maintenant, j'en fais un par an. Hein. Je fais pas. Okay. Je sais pas si je pourrais cette année d'ailleurs. Souvent des demi-distances. J'ai fait deux Ironman dans ma vie, mais en général, je fais surtout la moitié de distance Ironman. C'est un peu plus accessible, ça demande un petit peu moins d'entraînement. Ouais. La longue distance, elle est plus compliquée à préparer. Ouais. Bon, un grand merci Arnaud, vraiment c'était très cool. Et prends soin de toi et je te tiens au courant quand l'épisode sort. Ça va, comme ça quand je fais le ménage ou machin, tu me diras. Ça va. Ça va. Salut Maxime. Salut, ciao. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode avec Arnaud jusqu'au bout. Tu peux le suivre et lui envoyer un mot sympa sur Insta, ça lui fera plaisir. Dis-moi ce que tu as pensé de l'épisode sur YouTube et Apple Podcast. J'adore te lire chaque semaine et ça permet de mieux référencer notre travail, donc de le faire connaître à d'autres personnes. Tu l'as compris, ton commentaire a une grande utilité pour nous, donc prends ta plus belle plume et donne tout. Mets-nous aussi un like et 5 étoiles, peu importe la plateforme où tu nous écoutes. Merci aux dernières personnes qui ont pris le temps de le faire. Titoff et Momo Lusien qui nous écrit « Beau travail, bravo Max pour nous permettre d'en connaître plus sur les joueurs, les entraîneurs. T'arrives à mettre en confiance les invités et on sent qu'ils se livrent. Un grand bravo pour ton travail, hâte d'écouter les prochains. Allez-y, foncez !» C'est Momo Lusien qui garde le dernier commentaire depuis maintenant 3 épisodes, donc il est grand temps de venir lui tenir compagnie. Prenez 4 secondes et demie, vraiment ça nous fait chaud au cœur et vous devenez, vous le savez, instantanément des légendes dans notre cœur. Voilà. Récupère en bonus gratuit le conseil coaching numéro 1 de nos précédents invités. Ce sont des joueurs, coachs prépa mentaux, prépa physique et même statistiques qui te livrent des pépites à mettre en pratique directement dans ton jeu. Reçois-le chaque semaine par mail en t'inscrivant à notre newsletter qui est le premier en description. En t'inscrivant à la newsletter, c'est aussi un moyen de soutenir le podcast et de le faire connaître en transférant les épisodes que tu préfères à tes potes, collègues, ta famille, tes voisins du dessus et du dessous. Puisque tu commences à le comprendre, le bouche à oreille est notre outil numéro 1 pour faire la promotion du podcast. C'est ce qui marche le mieux. Donc voilà, merci d'y contribuer d'une manière ou d'une autre, vraiment. C'est adorable et ça nous aide comme jamais, donc voilà, fonce. T'as accès à notre 14e masterclass sur la visualisation ou imagerie mentale avec Eric Medaetz, kiné belge de profession et spécialiste en sophrologie du sport depuis 25 ans. Eric a travaillé avec Steve Darcis et les frères Rocus entre autres. À travers ce nouveau cours d'1 heure, il nous permet de mettre en pratique des techniques de visualisation mentale utilisées par tous les joueurs de haut niveau
Chaque invité que j'ai eu me le confirmait au micro, rares sont ceux qui pratiquent la méditation, en revanche tous ont des techniques de visualisation pour répéter leurs coups, un peu comme les skieurs qui répètent les virages ou les pilotes de Formule 1 qui visualisent les chicanes. Les joueurs de tennis, eux, s'en servent pour rester au contact de leurs sensations et ancrer leur schéma tactique gagnant. Eric nous livre 7 exercices concrets pour pratiquer la visualisation de manière autonome. Ce sont des pratiques ludiques de concentration pour rester dans sa bulle ou s'y remettre facilement au changement de côté. Tu vas pouvoir ancrer mentalement les sensations d'un coup proprement réalisé. Le but est de créer et d'installer en toi les mêmes connexions mentales que tu ressens quand tu sens vraiment la balle et enchaînes les victoires. On te met aussi à dispo des visualisations en mouvement à effectuer avant de jouer pour préchauffer ton cerveau à agir et à performer dès ton entrée sur le court. Tu vas pouvoir découvrir la puissance de l'imagerie mentale qui est aussi utilisée en retour de blessure. L'ex-40e joueur mondial belge Steve Darcis nous en parlait lors de l'épisode 74. Ça lui a permis de garder du tonus musculaire en sollicitant les connexions mentales de son cerveau. Bref, une fois de plus, c'est du lourd. Pour avoir un aperçu de ce nouveau cours sur l'imagerie mentale, t'as la bande-annonce dans le 2e lien en description. T'as une offre pour t'abonner en description de l'épisode pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et repousser tes limites sur le cours. Si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible. On en est à la 14e et les 13 précédentes sont listées en bas de la page. Tu peux les commander directement ou alors en m'écrivant un mail à max@tennislegende.fr. Un immense merci à Andrei, notre dernier tipeur, de nous filer un coup de pouce supplémentaire qui fait la diff chaque mois. Clairement, je vis pas encore du podcast et c'est un moyen de continuer le projet et de vous régaler. Tu peux nous soutenir sur la plateforme Tipeee, donc à hauteur d'un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. T'as le lien en description ou facile à trouver en tapant TIPEEE, donc avec 3 E, puis Tennis Légende dans Google. Très facile, premier lien, fonce. Enfin, si tu as des idées de partenariat ou autres, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora, ZAMORA, ou sur Insta à Max_Zamora_TL. Je réponds avec grand plaisir à tout le monde. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui m'écrivent chaque semaine, c'est vraiment un plaisir d'échanger ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là, vous êtes vraiment des légendes. Merci pour les bonnes ondes. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.